Bonsoir à toutes et tous. À 20 ans de la loi sur l'handicap, beaucoup de choses ont avancé, et notamment pour nos étudiants. Donc, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites au niveau du supérieur. Nous avons des équipes qui se sont mobilisées, qui se sont bousculées un peu pour que nos jeunes y accèdent. Et ce soir, nous, parents, on pense que que les dossiers passent comme ça, du lycée au supérieur et autres, et c'est pas si simple. Donc, c'est aussi à notre rôle de parents d'accompagner nos jeunes pour préparer cette entrée à l'université, parce que ça ne va pas se faire comme ça seul. C'est possible qu'on la prépare, cette entrée. Et donc, ce soir, c'est ce que nous voudrions vous faire comprendre à nous, à moi, puisque je suis aussi parent d'enfants en situation de parents d'enfants en situation de handicap. Voilà, c'est possible à condition que nous, parents, nous prenons la mesure et que nous n'attendons pas tout de tout le monde. Il faut que nous accompagnions nos jeunes. Donc, mes propos sont peut-être un peu durs pour les parents, je le sais, je m'en excuse, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Cette rentrée doit se préparer, peut-être pas de suite, bien sûr, mais on doit commencer à y penser et surtout prendre contact. Et de l'autre côté, je vous assure que nous avons des équipes d'enseignants du supérieur qui, eux, se sont déjà mobilisés. Monsieur Kernin, je vous laisse la parole. Merci, bonjour. Donc, je me présente, Xavier Kernin, je suis en charge de la mission handicap d'une école d'ingénieurs qui s'appelle Unilassal et je suis co-responsable du groupe handicap de la conférence des grandes écoles, un groupe que je pilote avec mon homologue de l'EM Normandie qui est Julien Soro. Donc voilà, on est une cinquantaine de référents handicap à nous retrouver régulièrement pour travailler sur différents sujets. Et il y a quelques années, surpris de questions qu'on pouvait avoir de jeunes en situation de handicap sur les histoires de handicap que nous tenions sur des forums de l'étudiant, des salons de l'étudiant, etc. Des jeunes qui venaient nous voir et qui nous disaient que comme ils avaient une situation de handicap où on leur disait qu'ils ne pouvaient pas faire d'études supérieures, on s'est dit qu'il était très important que nous travaillions davantage avec les réseaux de l'enseignement secondaire pour expliquer quels sont les aménagements qui sont possibles dans l'enseignement supérieur pour rassurer les jeunes, rassurer les familles sur ces possibilités d'études supérieures. Et c'est pour cela que nous avons indiqué cet axe-là dans la deuxième charte handicap de la conférence des grandes écoles qui a été signée en 2019 et que par la suite nous avons développé des partenariats, signé des conventions de partenariat donc avec pour l'instant 2 associations de parents d'élèves, donc des PEP et l'APEL. Et je suis content de participer à cette réunion. Le but aussi de cette convention avec la PEP, c'est aussi qu'on soit sollicité au niveau local, c'est-à-dire que les délégués locaux, départementaux des PEP, par exemple, puissent solliciter un réseau d'ambassadeurs référents, un réseau de référents handicap ambassadeurs de leur département qui puissent venir vous rencontrer sur place, échanger avec les familles, etc. Donc n'hésitez pas à venir vers nous. Voilà, au niveau local, je crois qu'on couvre une vingtaine ou une trentaine de départements, quelque chose comme ça, je crois. Donc, tout d'abord, comme je vous disais, si on fait cette démarche, c'est aussi, donc je vous ai rappelé le contexte, donc cette deuxième charte handicap, et si on a mis cette slide, c'est aussi pour vous montrer les autres axes de cette deuxième charte handicap, de la conférence des grandes écoles. C'est donc le continuum, donc études secondaires, études supérieures et insertion professionnelle. Donc là, on travaille aussi en lien avec les entreprises, etc. La promotion de la vie étudiante, c'est-à-dire qu'on va faire attention à ce que les étudiants en situation de handicap puissent non seulement participer aux actions de la vie sociale étudiante, les événements organisés sur les campus, etc., mais puissent être également membres actifs des associations. Et donc pour cela, par exemple, on demande à ce que les associations étudiantes de nos écoles aient un référent handicap qui soit nommé et formé. Donc des étudiants qui vont être formés par soit le référent handicap, soit par des associations extérieures, mais ce qui permettra aussi à ces étudiants d'être attentifs quand ils seront professionnels à l'accompagnement de leurs collègues en situation de handicap. Un troisième axe est sur l'accès au sport, la pratique sportive moderne ordinaire, et puis l'accompagnement des étudiants, des étudiants sportifs de haut niveau, parasportifs de haut niveau, pardon.
Et le quatrième axe, c'est sur la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap. C'est un plaidoyer que l'on porte depuis 2017 avec deux autres associations qui s'appellent la fédération 100% Dynamique et Unir Transition. Je vous en parlerai par la suite de ces deux associations. Et c'est un élément important. Alors on se dit, ça peut être loin des préoccupations premières, etc. Sauf que dans l'enseignement supérieur, ça devient de plus en plus obligatoire d'avoir fait un semestre à l'étranger. Donc c'est important qu'on s'y penche parce qu'il y a des questions au-delà des bourses Erasmus+ qu'on peut recevoir, il y a des questions justement de partage de conseils, des questions concernant le transport des médicaments, le suivi des soins sur place, la mise en place d'accompagnement à domicile dans le pays d'accueil, etc. Quoi, il y a beaucoup de choses. Et donc on a rendu un rapport, j'ai écrit un rapport avec ma collègue Mélanie de Souza, on a écrit un rapport sur la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap qu'on a remis au gouvernement en juillet 2021, voilà, à la demande de plusieurs ministres. On va faire un petit point sur le cadre juridique. Si nos établissements d'enseignement supérieur développent l'accessibilité de leur formation et l'inclusion, d'abord parce que c'est la loi. Ça ne devrait pas passer par la loi, on est d'accord, ça serait normalement un automatisme, mais bon, en tout cas en France, on a cette loi du 11 février 2005 qui, dans son article 20, demande à ce que toutes les formations d'enseignement supérieur soient rendues accessibles. Voilà. En 2015, il y a eu aussi sur les établissements, quoi, par rapport aux établissements d'enseignement supérieur, alors qui rappelle aussi quelque chose qui est important, c'est que les établissements d'enseignement supérieur sont décisionnaires des aménagements qui vont être mis en place. Alors, c'est-à-dire que un étudiant peut se présenter avec un avis d'aménagement auprès de la mission handicap de l'établissement, et en fait, c'est un avis médical, par exemple, de médecin désigné par la MDPH, c'est un avis qui va être présenté, et c'est l'établissement qui a le dernier mot pour la mise en place des aménagements. En fait, il faut que il y a cette obligation légale de rendre accessibles les filières et en même temps, le dernier mot donc appartient à l'établissement d'enseignement supérieur, que les aménagements n'aillent pas à l'encontre voilà, des objectifs pédagogiques des formations. C'est-à-dire que clairement, un jeune qui présente une dispense de langue vivante en anglais et veut rentrer en école de commerce internationale, il va y avoir un souci. Voilà, ça peut pas marcher. On peut pas aller choisir une école de commerce international et avoir une dispense de langue vivante. Donc voilà, les objectifs académiques peuvent être bousculés. Ça, je vous donne vraiment les limites, c'est-à-dire que c'est quand, comme je vous dis, l'établissement se doit de rendre accessibles ces filières, donc elle doit mettre en place tous les aménagements qui sont nécessaires et qui permettront d'acquérir les modalités pédagogiques visées par le diplôme. Voilà, donc il y a juste quelques fois où il y a des limites qui peuvent apparaître. Mais je vous rassure, donc la loi première, c'est l'accessibilité des études supérieures et le fait que tout établissement doit rendre accessible ces filières. Un autre décret qui est intéressant, qui est important, c'est celui de janvier 2022 où il y a une portabilité des aménagements pour l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que les aménagements du bac, par exemple, vont pouvoir être mis en place dans l'enseignement supérieur avec l'avis du bac. Voilà, il n'y a pas besoin de refaire des démarches complémentaires auprès de médecins désignés par la CDAPH, auprès ou d'autres instances pour avoir des aménagements dans l'enseignement supérieur. Alors, ce qui serait important, c'est quand même de réévaluer ces aménagements si la situation de handicap a évolué. Donc là, il faudra refaire ces démarches quand même. Et puis aussi, ça sera nécessaire de faire ces démarches si le handicap apparaît, par exemple, au début de l'étude supérieure, ou si les aménagements sont demandés juste à ce moment-là. Donc ce décret sur la portabilité des aménagements est très important. Alors, attention, il va y avoir des petites subtilités, c'est que les établissements d'enseignement supérieur ont 11 ministères de tutelle différents. 11 ministères de tutelle, et puis certains sont des tutelles, par exemple, de chambres de commerce ou chambres d'agriculture. Donc c'est voilà, d'autres tutelles que des ministères. Il faut savoir que le décret d'avis d'aménagement, de portabilité des aménagements, a été signé par, je pense, je ne sais plus si c'est 5 ministères de tutelle. Donc, si vous avez des établissements d'enseignement supérieur qui sont assez procéduriers, etc., il faut quand même vérifier que l'établissement que vous choisissez soit bien sous la tutelle d'un de ces 5 ministères. Alors, je vous rassure, c'est quand même les grands ministères, comme le ministère déjà de l'enseignement supérieur qui a la majorité des établissements. Là, je parle pour les grandes écoles, grandes écoles publiques, parce que côté université, c'est rodé aussi. Donc, voilà, donc côté grandes écoles qui dépendent du ministère de l'enseignement supérieur, il n'y a aucun souci. Agriculture, la culture, quand même 4-5 ministères
les ministères de tutelle qui l'ont signé et d'autres qui ne l'ont pas signé. Attention, par exemple, le ministère des Armées n'a pas signé ce décret et qui est donc c'est les ministères, c'est pour les écoles, les grandes écoles militaires. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails quand même. Validation des aménagements selon le référentiel de compétences du diplôme visé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Voici un petit slide avec les différents schémas de l'enseignement supérieur français. Il y a énormément de parcours possibles. Alors, je vois on a pas mis à jour, là, on est passé de DUT à BUT. Donc, il y a des petites choses encore. Là, c'est les dernières modifications. Mais vous voyez en fait les différents parcours et les différents cheminements pour demander des aménagements. C'est-à-dire que vous avez, donc côté université, ça va passer dès la première année, dès la L1, au niveau de la médecine préventive universitaire et qui va émettre des avis d'aménagement avec la mission handicap. Donc, vous voyez, on a essayé de mettre par couleur, voilà, par domaine en tout cas, pour vous dire que les cheminements sont spécifiques. La université, ça passe par donc ce service de médecine préventive et puis la mission handicap. Les DUT publics vont dépendre des universités. Donc c'est aussi la même chose. Donc, alors, pour les BUT, je pense que c'est la même chose, mais voilà. Donc c'est-à-dire c'est le même système, comme ils dépendent de l'université. On passe aussi également par la médecine préventive. Les BTS, s'ils dépendent de lycée, là, on est sous le format c'est la médecine scolaire de l'éducation nationale qui va émettre en place et émettre des avis d'aménagement. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une portabilité, une continuité, bien sûr, entre le lycée et le BTS, quand c'est en plus dans le même établissement, une portabilité des aménagements. Au niveau des CPG, donc des classes préparatoires aux grandes écoles, elles dépendent aussi des lycées. Donc la même chose, on est sur un accompagnement ou un avis d'aménagement du médecin scolaire. Alors par contre, changement au niveau des concours, et après en fait ils passent dans les grandes écoles, et là, alors maintenant il y a cet avis de portabilité, donc les aménagements, voilà, l'avis d'aménagement du bac en fait, il y a une portabilité par cycle, donc il y aura peut-être besoin après, une fois qu'ils sont rentrés dans les grandes écoles, peut-être besoin d'une réévaluation, mais en tout cas l'avis d'aménagement qui sera émis pour les classes préparatoires sera valable pour les concours. Voilà, là, vous avez aussi au niveau des écoles. Donc là, je vous dis l'avantage, c'est qu'il y a maintenant donc la portabilité des aménagements qui sont donc pour le post-bac. Et comme on vous dit, il faut faire juste attention au niveau des types d'établissements, voir si cet avis d'aménagement, si le ministère du tutelle fait bien partie des signataires de ce décret de portabilité des aménagements. Sinon, il peut y avoir l'utilisation de l'avis du bac seulement pour les 2 premières années post-bac. Voilà un peu les différents schémas de l'enseignement supérieur et donc les démarches qu'il y a à effectuer. Donc c'est vrai que ce décret de portabilité des aménagements est très intéressant et permet vraiment de faciliter l'accueil des étudiants en situation de handicap, des lycéens dans les établissements d'enseignement supérieur par la suite. C'est vraiment une très grande avancée, on est vraiment content de ce travail qui a été réalisé et qui est tout récent. Donc au niveau des procédures d'aménagement, au lycée, il y a DPI, PAP, PPS, essentiellement PPRE aussi si je ne me trompe pas, mais bon là on va rester sur le handicap, donc c'est PI, PPS, PAP, PPS, et dans le supérieur, il n'y a plus ces documents-là. Il peut y avoir pour les universités et les grandes écoles publiques qui vont avoir accès au service de médecine préventive universitaire, un plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap. En effet, comme le système avec les universités permet d'avoir une mission handicap c'est un pôle handicap, on va dire, et un pôle de médecine préventive, le plan d'accompagnement va permettre de mettre le côté médical et la mission handicap autour de la table pour définir les aménagements. Donc c'est pour ça que c'est un plan d'accompagnement, c'est-à-dire que c'est quelque chose de plus structuré. Dans les grandes écoles, la différence va être qu'il n'y a pas, on va dire, les grandes écoles privées n'ont pas accès forcément au service de médecine préventive universitaire, c'est de temps en temps, mais pas tout le temps. Et il n'y a pas un pôle handicap, il y a un référent handicap, et c'est lui qui va mettre en place les aménagements selon un avis. Donc comme je vous dis, un avis d'aménagement du bac ou un avis d'un médecin agréé par la CDAPH. Il va s'appuyer dessus pour mettre en place les aménagements, sachant que cet avis est essentiel, en particulier pour les aménagements pour les examens, mais souvent le référent handicap,
connaissance des aménagements qui sont essentiels par rapport aux filières proposées dans l'établissement d'enseignement supérieur. Souvent, moi, je vois, en tant que référent handicap, quand je vois un jeune qui est, par exemple, dyslexique, qui m'apporte un document juste... on va prendre plutôt un exemple avec un jeune dyspraxique qui m'apporte un document voilà, indiquant qu'il a le droit à un tiers-temps et un PC pour les examens. Si j'ai juste ça comme avis d'aménagement, je vais me dire, mais alors attends, parce que nous, on a des filières qui sont, par exemple, la géologie, des géosciences. Ah oui, mais alors, tu pars sur le terrain, donc ça veut dire qu'il va falloir que tu puisses dessiner debout. Donc dans ces cas-là, quels sont les aménagements voilà, quels sont les aménagements qui sont à mettre en place par rapport pour que tu puisses dessiner plus facilement debout, etc. Est-ce que tu as des problèmes de dyspraxie visuospatiale pour la lecture des cartes, etc., etc. Est-ce qu'il y a besoin de loupe électronique? Et en fait, c'est le référent qui va avoir toutes ces connaissances-là. S'il s'appuie uniquement sur l'avis d'aménagement médical, que l'avis médical d'aménagement, ça va pas aller bien loin. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait vraiment un dialogue entre le jeune et le référent handicap, voire avec la famille en amont, lors des journées portes ouvertes, mais ça, j'en reparlerai. Au niveau de la vie quotidienne, les aménagements sont pris en charge et sont mis en place par la MDPH. Ça ne dépend pas de l'établissement d'enseignement supérieur. La seule chose, c'est que le référent handicap doit aussi pouvoir vous aider, ou la mission handicap des universités, de pouvoir vous mettre en contact soit avec des résidences Crous, avec des logements adaptés s'il y a besoin, soit mettre en place d'autres dispositifs s'il y a des associations anti-sup qui sont sur la même région, sur le même département, de pouvoir mettre en place un accompagnement spécifique avec anti-sup. Toute situation de handicap peut donner lieu à des aménagements. Donc voilà, on parle de dyslexie, d'orthographie maladie chronique, troubles anxieux, déficience auditive, visuelle, etc. Toute situation de handicap. Du lycée, on a des aides humaines qui sont comme les secrétaires d'examen, les AESH, et interprètes, etc. Dans le supérieur, il n'y aura plus d'AESH, ça n'existe pas dans le supérieur. Il n'y a pas d'AVU, ce qu'on appelle les auxiliaires de vie universitaire. Donc, on va mettre en place des systèmes de preneurs de notes ou du tutorat étudiant. Il doit y avoir on pourra quand même mettre en place des secrétariats d'examen pour les examens, voilà, pour les examens, donc des lecteurs, scripteurs, etc. Il peut y avoir des tutorats pédagogiques aussi par des enseignants. Et bien sûr, tout ce qui est interprétariat en langue des signes ou en LPC, les vélotypistes, etc. Donc, c'est vélotypiste ou des applications comme AVA qui permettent d'avoir une retranscription en direct à l'écrit. Voilà, tous ces aménagements. C'est-à-dire qu'on va essayer. C'est pas exactement le même fonctionnement, c'est pas les mêmes personnes qui interviennent, mais on a d'autres outils aussi dans l'enseignement supérieur et aussi des outils qui vont permettre d'avoir de plus en plus d'autonomie pour faciliter la l'insertion professionnelle par la suite. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut remplacer, tout ce qui était assuré par de l'aide humaine au lycée et qui peut être remplacé par des nouvelles technologies dans le supérieur, on va plutôt choisir des nouvelles technologies pour que l'étudiant puisse l'utiliser et être autonome dans son travail quand il va être en stage, en apprentissage ou lorsqu'il va être au moment de sa recherche d'emploi, etc. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y aura rarement une auxiliaire, c'est assez rare qu'il y ait des auxiliaires dans le monde professionnel. Au niveau des aménagements pédagogiques, voilà, au lycée, il peut y avoir du prêt de matériel informatique, matériel adapté, autorisation d'utiliser son propre matériel, adaptation des sujets, dispense de matière et des aménagements de scolarité. Et donc, dans le supérieur, on est sur la même chose, des prêts de matériel, l'autorisation d'utiliser le propre matériel, etc. Et puis, alors, ça va être soit du matériel spécialisé, on va dire, pour les personnes en situation de handicap, comme les boucles magnétiques individuelles, etc. Mais comme je vous dis, là, je prenais l'exemple de cet étudiant dyspraxique qui va sur le terrain en géologie, qui doit dessiner. Au lieu de dessiner, on va lui fournir un appareil photo Polaroid qui lui permet de ne pas dessiner le paysage qu'il voit, mais de le prendre en photo et d'avoir plus qu'à faire des flèches dessus en le collant dans son carnet. Et il n'a plus qu'à faire des flèches pour expliquer ce qu'il voulait expliquer. Voilà, en fait, il y a plein de petites choses qu'on peut trouver dans du matériel du quotidien, etc. et qui peuvent être utilisées comme aménagement. Au niveau des aménagements d'examen, voilà, on est sur le même type d'aménagement qui peut être proposé dans l'enseignement secondaire. Il peut y avoir aussi des souplesses, c'est-à-dire que pour certaines situations, etc., on peut aussi davantage raisonner à évaluation par compétence, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit évaluer, par exemple pour un étudiant qui est non-voyant, est-ce que l'évaluer en maths où il doit réaliser une belle courbe, est-ce que ça va avoir du sens pour lui de faire une courbe, ou est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il nous explique les calculs qu'il faut réaliser pour trouver les points nécessaires à la réalisation de cette courbe? On s'en moque, en fait, pour lui, quelque chose, une courbe, c'est visuel, c'est bien pour quelqu'un qui voit. Pour une personne non-voyante, ça n'a aucun sens. Donc en fait, de temps en temps, on peut aussi réfléchir sur
l'évaluation, quelles compétences on cherche à évaluer et comment est-ce qu'on peut adapter sans en fait baisser le niveau requis pour l'évaluation des compétences. Avant que vous n'attaquiez la slide, une première Oui. question relative au tutorat quand les études sont à l'étranger ou pour les semestres à l'étranger et qu'il est mis en place un tutorat. Est-ce qu'il existe des conventions internationales? Est-ce qu'il y a quelque chose qui garantit à l'élève que le tutorat sera disponible lors de son semestre à l'étranger? Alors, un tutorat comme un preneur de notes ou... Oui, ou les assistants dont vous parliez tout à l'heure, les preneurs de notes et ce genre d'aide Ouais. humaine, quand il y a un déplacement à l'étranger, est-ce qu'il est possible de les pérenniser? Alors, soit on peut faire en sorte que l'étudiant parte en binôme avec un ami qui peut garder ce rôle, avoir ce rôle. Soit aussi, en fait, le référent handicap de l'établissement d'enseignement supérieur d'origine de l'étudiant doit se mettre en relation avec la mission handicap du pays d'accueil, de l'université d'accueil, pour en fait qu'il y ait une pérennisation, un transfert des aménagements, des demandes d'aménagement, etc. Et c'est aussi à l'établissement de trouver les financements, etc., pour pérenniser les aménagements dans le pays d'accueil. Alors, on peut aussi avoir des aides d'Erasmus, etc. Il y a des choses qui existent quand c'est en Europe. Mais il peut y avoir aussi des aides par exemple, pour les étudiants qui partent hors Europe. Il peut y avoir des aides par des associations comme la Fédération 100% Dynamique, la Conférence des grandes écoles a aussi ses propres bourses d'aide à la mobilité internationale, etc. Donc voilà, il y a des choses qui existent et le but, c'est le référent handicap qui accompagne le jeune dans son établissement d'origine doit l'accompagner dans la globalité de son parcours. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de rupture dans ces aménagements. Voilà. Mais après, on peut trouver d'autres choses. Il y a peut-être l'université d'accueil dans notre pays d'accueil va peut-être proposer d'autres choses dans le terme d'aménagement, etc. Et voilà, c'est vraiment un dialogue qu'il doit y avoir entre la mission handicap du pays d'accueil et la mission handicap du pays d'origine. D'accord. Et dans les faits, on pourrait dire qu'il y a des pays où il fait mieux d'envisager son semestre à l'étranger que dans d'autres en termes de prise en charge et d'accompagnement? C'est une Alors, question qui nous arrive très régulièrement de la part des parents quand ils doivent l'envisager. Donc, ouais, nous, notre rapport, en fait, on l'a fait essentiellement sur le hors académique. Parce qu'on s'est aperçu dans les retours des étudiants que c'était pas là où il y avait le plus de problèmes. Le plus de problèmes, c'est l'environnement, c'est-à-dire trouver un logement accessible, mettre en place des transports adaptés s'il y a besoin, sachant que quand on quitte la France, en France, on peut avoir des transports adaptés, mais dans le pays d'accueil, ils seront pas. Déjà, il faut qu'il soit possible de mettre en place ces transports adaptés. Il faut la question du financement et il sera pas pris en charge par la PCH, etc. Voilà, il y a toutes ces histoires-là d'accès à des droits qui ne sont pas forcément maintenus quand l'étudiant part à l'étranger. Alors, il y a une différence entre Europe et hors Europe. En Europe, il y a beaucoup de choses qui peuvent être maintenues. Il y a voilà, avec des systèmes d'Erasmus, etc. Alors là, il faudrait que je creuse, on faudrait faire comment dire, une session spéciale sur l'enseignement, l'accessibilité, la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap pour vraiment que j'aille dans les détails. Mais il y a vraiment, il y a voilà, des choses qui peuvent être maintenues par rapport aux droits, par exemple au traitement, l'accès on parle de la caisse, de la carte européenne d'assurance maladie, qui est intéressante pour les étudiants parce qu'ils peuvent se faire voilà, soigner dans le pays d'accueil, etc. Mais il faut savoir, par exemple, qu'ils seront remboursés au taux de remboursement du pays d'accueil, c'est-à-dire que si ils sont remboursés à 100% en France et dans le pays d'accueil, il y a le remboursement pour le même traitement, il y a 50%, ils seront obligés de payer 50% du traitement. Par contre, s'ils gardent les factures avec eux et qu'ils payent tous dans le pays d'accueil, et ben en fait leur assurance, la sécurité sociale en France continue à tourner et donc ils peuvent se faire rembourser intégralement en France. Donc en fait il y a plein de petites choses à savoir comme ça. Alors oui, il y a une différence entre en Europe et hors Europe. C'est parfois un peu plus compliqué quand vous partez en Europe parce que au niveau des matières des droits, hors Europe, pardon. Mais d'un autre côté, il y a des solutions qui existent. Nous, on a réalisé des choses assez incroyables pour les étudiants qui sont partis en mobilité avec des transferts, on a réussi à faire un transfert de protocole de fabrication d'un médicament qui ne pouvait pas passer les douanes entre la France et le Mexique. Voilà, en un mois, on a réussi à faire ça et c'était exceptionnel, mais c'est parce qu'on a mobilisé les deux ambassades, France au Mexique et Mexique en France, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères, et comme c'était un sujet politique qu'on portait depuis 2017, on a réussi à faire avancer les choses et l'université d'accueil nous a aidé à trouver des médecins et un hôpital dans la ville, que c'était même pas Mexico, hein, c'était une ville de province, pas une grosse ville de province, mais voilà, en tout cas, ça a réussi à se faire. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire. Voilà. Et c'est vrai qu'il peut y avoir, par contre, voilà, des situations financières, des discriminations, on va dire, des problématiques financières plus importantes quand c'est du hors Europe, parce qu'il n'y a pas les bourses Erasmus, mais il y a d'autres
systèmes de financement qui peuvent être mis en place. Et aussi, on espère que le gouvernement va avancer aussi sur le sujet avec, suite à notre rapport. Il faut savoir que suite à notre rapport, normalement, d'ici quelques semaines, doivent être nommés les premiers référents handicap dans les ambassades pour faciliter justement la préparation de la mobilité internationale. Et donc, les 3 premiers référents handicap seront à l'ambassade de France à Lisbonne, à Berlin et à Mexico. D'accord, parce Voilà. qu'effectivement, la question de l'avance des frais médicaux, Didier le complétait dans le chat, on invite les parents à se tourner vers la SMERA qui propose des packs de mise en charge et de prise en charge, parce que on a des pays comme les États-Unis où les frais médicaux peuvent vite être une catastrophe, et où quand il faut les avancer sur un semestre, typiquement, ne serait-ce que pour les diabétiques, c'est insupportable. Donc il y a des organismes en amont pour lesquels vous pouvez adhérer. Certaines mutuelles étudiantes font le tampon également. Il ne faut pas hésiter à se renseigner en amont, et notamment la SMERA, encore une fois, on ne fait pas de partenariat, on ne fait pas de pub, on n'a rien de tout ça, mais propose des packs pour la prise en charge des frais de santé à l'étranger. Il faut juste faire attention à certaines mutuelles où, quand la maladie est déjà déclarée, ça va être plus cher. Mais par exemple, la Caisse des Français de l'étranger ne fait pas de distinction sur le sujet. C'est-à-dire qu'on peut, si on a c'est une poursuite des droits qu'on a en France vers n'importe quel pays à l'international, la seule chose, c'est qu'elle va rembourser au montant français. C'est-à-dire que si votre traitement coûte, je sais pas, je dirais 500 € en France et que vous êtes entièrement remboursé, si c'est 5000 € aux États-Unis, et vous serez remboursé que 500 €. Voilà. C'est pas au pourcentage. Donc voilà, il y a plein de petites choses à voir comme ça en amont, et donc ça, je vous invite à aller voir le rapport qui est en ligne, et qui est non seulement, en fait, c'est une étude exploratoire avec plein de pistes, je sais plus, c'est 79 pistes différentes, mais en même temps, comment dire, c'est aussi un recueil de toutes les informations. En fait, avant que ce soit des propositions de pistes, c'est d'abord une étude de toutes les difficultés que peuvent rencontrer les étudiants, et donc de tout ce qui existe déjà. Voilà, et qui peut aider les étudiants. On a consulté 89 experts. Donc voilà, on a quand même une vision globale intéressante. Ouais. Voilà. Alors, Parcoursup, donc une étape à anticiper. Donc voilà, ce qui est intéressant, ce qui est très important, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que pour les jeunes en situation de handicap, il faut vraiment qu'ils aillent aux journées portes ouvertes, dans les salons, etc., les salons d'étudiants, etc., dès maintenant. Voire, moi, j'encourage dès la seconde, surtout pour eux. Non seulement pour visiter les différents établissements, voir quels sont les établissements, les filières qui les intéressent d'abord, voir quels sont les établissements dans lesquels ils se sentent le mieux, c'est d'autant plus important pour eux. Et aussi arriver à rencontrer le référent handicap. Qu'on soit capable, que l'établissement, que les personnes qui vont rencontrer sur place soient capables de leur présenter la mission handicap et vous dire qui est le référent handicap. Alors, soit il a un stand sur place, soit, en tout cas, il faut qu'on puisse vous le présenter, ou vous indiquer son nom. Si jamais vous ne trouvez pas un référent handicap, même si c'est obligatoire, il y a la loi fait que tout établissement d'enseignement supérieur doit avoir un référent handicap, et la première charte handicap de la conférence des grandes écoles, qui date de 2008, a demandé à ce que tout établissement, toutes grandes écoles ait un référent handicap, et si ce n'est pas le cas, c'est le directeur de l'établissement qui est le référent handicap. Donc tout établissement doit en avoir un, sauf si vous allez sur un campus lors d'une journée porte ouverte et qu'il n'y a personne qui est capable de vous renseigner sur ce référent handicap, c'est que vous allez avoir du mal à le trouver pendant les 3 années à venir, les années à venir d'études supérieures. Donc vraiment, dans ce cas-là, moi je conseille d'aller voir un autre établissement. Voilà, donc anticipation, on va dire minimum en année terminale, donc novembre, janvier, je m'informe et je découvre les formations. Entre janvier et avril, voilà, c'est l'inscription et la formulation des vœux sur Parcoursup. Et après, voilà, la question je reçois les réponses entre le mai et juillet, voire un peu plus tard, quand c'est des fins de quasiment à la rentrée, quand c'est les dernières, quand il y a des étudiants qui n'ont pas eu d'affectation, etc. Mais normalement, c'est jusqu'au 16 juillet. Une question relative à Parcoursup. Sur Parcoursup, on invite les familles à remplir une fiche handicap. Oui, je vais en parler juste après. Oui. Ah je n'ai rien dit alors. Et alors, on fait un petit zoom sur la CES, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que un jeune en situation de handicap qui n'a pas l'affectation qu'il souhaite et qui doit être pourtant dans tel ou tel établissement, par exemple pour des aménagements spécifiques, pour être proche de chez lui, etc., peut faire un recours auprès de la CES pour pouvoir être placé, avoir une place dans tel ou tel établissement. Voilà, ça c'est
après, quand les vœux n'ont pas fonctionné. Les fiches de liaison. Donc la fiche de liaison handicap, elle apparaît dans la rubrique profil de l'élève sur Parcoursup. Elle peut être remplie donc dès la phase de sélection des vœux. C'est important donc de préciser si l'élève a bénéficié d'aménagement auparavant et que ce soit également pour les besoins au niveau de la vie quotidienne, en fait tout simplement pour voir que le référent handicap puisse aussi renseigner sur ce qui existe dans le coin, au niveau des crous, au niveau des logements, etc. En fait, c'est pour anticiper la venue, que tout ne soit pas organisé au 1er septembre. C'est pas jouable. Il faut vraiment qu'on anticipe les aménagements. La même chose quand vous allez sur les journées portes ouvertes d'établissement. L'intérêt aussi pour les référents handicap, c'est de pouvoir budgétiser les aménagements à venir, parce que en fait, les budgets dans les établissements d'enseignement supérieur, comme on fonctionne à l'année scolaire, les budgets doivent être rendus pour mai. Donc, c'est-à-dire que si on a pu rencontrer lors de journées portes ouvertes, etc., aussi on a été contacté par des jeunes en situation de handicap qui ont besoin de beaucoup d'aménagements. Je vais prendre l'exemple d'étudiants sourds, par exemple, qui ont besoin d'interpréteurs en langue des signes. L'interpréteur en langue des signes, ça représente 15 ou 20 000 euros par an de frais d'aménagement. En fait, le fait d'avoir pu rencontrer ce jeune-là sur un stand de JPO, ça nous permet de budgétiser d'emblée les 20 000 euros pour l'année d'après, afin qu'on ne soit pas surpris et qu'on puisse avoir les moyens, une fois que l'étudiant sera dans l'école, etc., pour bien mettre en place ces aménagements. Et je dis ça dès les journées portes ouvertes, même si le jeune finalement ne candidate pas ou n'est pas admis. Mais il vaut mieux qu'on ait budgétisé en amont et que ça ne soit pas utilisé, plutôt que de se retrouver en septembre avec un jeune qui vient et qui nous dit qu'il a besoin d'interprétariat en langue des signes et qu'on n'ait rien budgétisé. Oui, ce que je veux dire, c'est important. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre contact avec les référents handicap en amont, même si c'est pas, si le choix des études n'est pas finalisé, c'est le choix de l'établissement. Moi, je préfère largement avoir mis en place des aménagements en juin, et même si, mi-juin ou fin juin, le candidat me dit qu'il ne viendra pas. C'est pas grave. Donc, la fiche de liaison est consultable uniquement par le référent handicap. Donc c'est pour ça. En fait, sur Parcoursup, il y a les contacts, les adresses mail des référents handicap. Donc, c'est la personne à qui va être envoyée la fiche de liaison. Et en particulier par vous, par les familles. Souvent, on reçoit aussi, on peut les recevoir automatiquement par Parcoursup, pardon. Le problème, c'est la même chose, la fiche de liaison, il n'y a pas grand-chose à chaque fois dedans. Il y a juste marqué que l'étudiant a bénéficié d'aménagement, mais on ne sait pas plus. Donc, c'est pour ça que j'invite vraiment les familles, une fois que l'étudiant est admis, que le candidat est admis, à prendre contact avec le référent handicap pour expliquer plus largement les aménagements. Moi, quand je reçois les fiches de liaison, pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand-chose dessus et ça ne nous aide pas à prévoir les aménagements. Mais souvent, moi j'ai des questions souvent de parents qui me disent, ouais, mais on a peur que notre fils, notre fille soit discriminé au niveau de sa candidature. Alors, deux choses. La première, c'est que ce serait illégal. Il y a la loi, et alors comme on dit, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne le font pas, mais si on s'aperçoit de ça, on peut très bien aussi avoir recours aux défenseurs des droits, etc. Et il est hors de question qu'il y ait une discrimination par rapport à ça. Et j'ai envie de dire l'autre chose, c'est si un établissement qui ose faire ça, vaut peut-être mieux aller ailleurs. C'est-à-dire que si ça commence comme ça, c'est que c'est vraiment un établissement qui a une dynamique inclusive pourrie. Aujourd'hui, on voit de moins en moins, et au contraire, les référents handicap préfèrent que tout soit bien signalé en amont pour qu'on puisse anticiper les aménagements. Et moi, je vois pour ma part, quand je reçois maintenant, en fait, suite au Covid, où à l'époque on avait pour mon école, c'était des admissions sur, je crois qu'il y avait peut-être un concours encore, et puis surtout dossier. On terminait les concours et c'était sur dossier et entretien. Et en fait, on a pu faire les admissions finalement quand c'était en 2020, on a pu faire les admissions que sur dossier. Parce qu'on n'avait même pas pu faire à l'époque les entretiens, les entretiens d'admission. Je crois que ça a été aussi demandé par le ministère de ne pas les faire parce qu'il pouvait y avoir des différences de connexion entre les jeunes, etc. Et donc ça pouvait jouer sur leur candidature, la qualité de leur candidature. Et donc on a des sélections uniquement sur dossier. Et donc j'ai demandé à pouvoir voir tous les dossiers des candidats ayant indiqué qu'ils avaient des aménagements,
pour que, en fait, que l'on voit si dans leur parcours, il n'y a pas eu une situation de handicap ou une maladie invalidante qui a mis des obstacles dans leur parcours de lycée, qui a pu freiner leur progression, qui a pu leur faire louper des cours, etc. Et donc les mettre en difficulté sur l'acquisition de certaines compétences, etc. Et depuis, en fait, chaque année, je demande la même chose, même si maintenant, il y a plus ces problèmes pour les entretiens, etc. Mais ça me permet de pouvoir guetter, de voir s'il n'y a pas un parcours d'un étudiant qui est un peu atypique et pour lequel il faut vraiment qu'on fasse attention et même si les notes sont un peu fragiles, qu'on ne l'exclue pas directement et qu'on le reçoive en entretien pour creuser un peu sa candidature. Donc voilà. Donc suite au Covid, il y a quand même eu des avancées qui ont aidé vraiment à l'étude des dossiers et la prise en compte des candidatures des lycéens en situation de handicap. Alors, concours anticipation, voilà, donc ça c'est plutôt si le jeune veut passer un concours pour entrer en post-bac ou post-prépa. Voilà, donc bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, en fonction des périodes, la période d'inscription, voilà, c'est important de prendre les informations, sa modalité d'aménagement. Pour la période de déclaration de la situation de handicap, voilà, il suffit d'avoir, comme je vous dis, si c'est un post-bac, ça peut être, si c'est un concours post-bac, c'est l'avis d'aménagement du bac qui marche, et si c'est post-prépa, et à voir avec la portabilité d'aménagement si ça peut quand même fonctionner, l'aménagement du bac, mais sinon ça peut être aussi l'avis d'un médecin CDABH. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse, je vais pas lire toute la slide, elle vous sera envoyée, mais voilà, avant les épreuves écrites, s'assurer sur l'accessibilité des lieux et la décision d'aménagement et que les décisions d'aménagement ont bien été transmises. Voilà, faut pas arriver 3 jours avant en disant est-ce que vous avez bien mis en place les aménagements, parce que le centre, si les aménagements n'ont pas été bien communiqués en amont, le centre ne va pas pouvoir en l'espace de 2-3 jours mettre en place les aménagements qu'il faut. Surtout quand c'est des aménagements assez conséquents, que c'est ça, avec la mise à disposition de matériel, avec quand il y a des aménagements qui peuvent être assez lourds, même jusqu'à quand c'est des concours sur plusieurs jours, il y a la question du logement, un logement adapté à côté des centres d'examen, etc. Quoi, il y a plein de choses qui peuvent être vues, donc il faut vraiment demander les aménagements assez tôt. Avant les épreuves orales, s'assurer que les besoins d'aménagement ont bien été pris en compte pour l'oral, donc par exemple les tiers-temps à l'oral pour des étudiants qui sont bègues ou des étudiants qui sont sourds, ou ça peut être aussi la présence d'un interpréteur langue des signes. Et puis voilà, des résultats d'admission pour le contact avec le référent handicap de l'ambassade de l'établissement dont je vous parlais. Voilà, les différents types d'aménagements, ça peut en effet concerner l'académique, donc les examens, les partiels, l'accès à la formation au cours, mais c'est aussi donc, voilà, les concours, etc. Ça peut être aussi au niveau de la recherche de stage, d'apprentissage. Il y a aussi tout ce qui est la vie associative étudiante dont je vous parlais tout à l'heure, la mobilité internationale, l'insertion professionnelle, la santé et le logement. Donc ça, les conseils qu'on peut transmettre en fonction, soit les campus ont leur propre logement, soit ils ont des partenariats ou des liens en tout cas avec des résidences étudiantes proches. Les démarches administratives, donc là je vous ai reparlé, c'est un peu plus, bon, je vous ai parlé du plan d'accompagnement d'étudiants en situation de handicap, mais aussi quand ils sont jeunes majeurs, il y a même en fait la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé peut être donnée dès 16 ans. Voilà, donc ça c'est important qu'ils puissent en faire la démarche lorsqu'ils vont commencer à rechercher leur stage, etc., stage ou contrat d'apprentissage. C'est important pour qu'ils puissent avoir des aménagements également en entreprise. Il faut savoir qu'aussi pour les étudiants pour les apprentis qui ont une RQTH, il y a aussi d'autres droits associés avec des financements complémentaires pour les aménagements, etc. Et au niveau de la prestation compensatoire de handicap, ça c'est plutôt pour des aménagements pour la vie quotidienne que des aménagements personnels à l'étudiant. L'entrée dans le supérieur, donc ça, voici les instances qui peuvent aider les étudiants dans leur premier pas de l'enseignement supérieur. Donc les missions Crous handicap sont aussi à la disposition. Pardon. Les missions Crous du handicap donc sont à votre disposition sur tout ce qui est logement, ça peut être aussi sur la restauration, etc. Les bourses et aides, donc il y a les bourses du Crous, il y a les bourses d'école internes, certaines écoles ont des fondations. Il y a 100% dynamique, alors j'en parle, c'est très important, c'est la seule association
national d'étudiants en situation de handicap et qui est porté par des étudiants. C'est-à-dire que le bureau, ce sont des étudiants ou des jeunes diplômés en situation de handicap. C'est une association qui est nationale, qui se trouve à Paris et qui organise 3 week-ends de rencontres nationales par an. Donc 2 en Paris et 1 en province. Tous les jeunes, on va dire lycée, étudiants et jeunes pros sont en situation de handicap, ils sont conviés. Le trajet est financé, le logement peut être financé aussi. Voilà, il ne faut pas que ce soit un frein. C'est vraiment un lieu extra pour des partages d'expériences sur différents sujets comme les études supérieures, comme la perspective vers l'insertion professionnelle, comme l'accès au droit, je sais pas moi, des sujets comme le passage du permis de conduire. Ça peut être alors il y a aussi tout un parcours de formation pour les tuteurs qui animent des programmes de tutorat lycée en situation de handicap, parce que la Fédé 100% dynamique organise 2 programmes qui s'appellent Phare et Fratrie, qui sont des programmes de tutorat de collégiens et lycéens en situation de handicap. Donc voilà, c'est vraiment l'association de référence pour les jeunes en situation de handicap à partir de la 3e jusqu'à l'insertion professionnelle, voire jeune pro jusqu'à 30 ans. On a aussi une présentation juste après par Madame Boeuf de Arpège aussi. Alors Arpège, justement, je vais faire le lien. Arpège, bon, donc c'est une présentation, je ne vais pas détailler davantage. Et la seule différence, elle accompagne aussi les jeunes en situation de handicap, mais c'est 100% dynamique, c'est une association d'étudiants en situation de handicap, et Arpège, c'est une association, si je ne me trompe pas, qui est régie par qui est d'après un collectif d'entreprises, et eux, en fait, ils accompagnent davantage dans le cadre des programmes de tutorat, etc., mais plutôt dans le cadre scolaire et dans le cadre des établissements, de la vie du collège, du lycée, etc. Et c'est aussi une association qui accompagne les jeunes à la recherche de stages, d'apprentissage, etc. Et des stages de 3e, entre autres. C'est vraiment top ce qu'ils font. Ils font un énorme travail et ils développent en particulier leur travail, là, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, donc les régions parisiennes, il y a le Nord, les Hauts-de-France et la Bretagne, et je crois qu'il y a d'autres régions, mais en tout cas, voilà, ils sont vraiment, c'est des associations avec lesquelles on travaille. La même chose pour Tremplin, c'est des associations qui accompagnent vraiment sur la recherche de stages, d'apprentissage, etc. Pour les jeunes en situation de handicap. Il faut aussi des concours pour les étudiants sur des réalisations de vidéos de sensibilisation. Et Unir Transition, c'est une association aussi, ils sont financés aussi, c'est vraiment différent. C'est pas des associations d'étudiants comme la Fédé 100% dynamique. Là, c'est plutôt, alors que je dise pas de bêtises, mais c'est aussi des collectifs d'entreprises, si je me trompe pas. Et donc, Unir Transition, elle a pour mission aussi, donc, en plus d'accompagner vers l'insertion professionnelle, mais aussi de former les référents handicap des établissements d'enseignement supérieur et également les référents handicap étudiants. Voilà, donc c'est vraiment une association sur laquelle on s'appuie énormément. Et c'est une association avec laquelle la Conférence des grandes écoles, quand je vous dis qu'on a travaillé sur l'accès à la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap, il y a 3 associations qui ont porté le plaidoyer depuis 2017, c'est la Fédération 100% dynamique et Unir Transition. Voilà. Et la Conférence des grandes écoles, voilà. Les conférences des grandes écoles, forcément. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire voilà, il y a des cartes, voilà, il y a de l'accessibilité des établissements. Alors, il faut faire attention à la carte HandiU, elle est intéressante, mais elle est essentiellement pour, si je me trompe pas, il y a que les universités et les grandes écoles publiques. Donc c'est un peu dommage, on leur a déjà dit plusieurs fois de mettre tous les établissements. Donc c'est une carte de référencement des établissements d'enseignement supérieur, de l'accessibilité des établissements d'enseignement supérieur à travers la France. Donc voilà, on espère qu'un jour ils vont mettre toutes ces informations. Il va y avoir une carte, on va dire, globale, établissements privés et publics. Mais donc ne vous fiez pas, ne vous arrêtez pas seulement aux établissements qui sont indiqués, c'est-à-dire s'il y a des grandes écoles privées qui sont des établissements privés qui sont indiqués qui ne sont pas indiqués sur la carte que vous avez regardée, ça veut dire qu'ils ne sont pas accessibles. Voilà, les plateformes, il y a la plateforme Mon Parcours Handicap .gouv.fr dans lequel il y a toute une page sur l'accompagnement des étudiants en situation de handicap et en particulier avec des témoignages, des vidéos de témoignages, différents billes qui sont proposées. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis il y a les fiches pratiques financées ces études supérieures de la Conférence des grandes écoles, mais il y a aussi la Conférence des grandes écoles a aussi fait des fiches sur justement l'accès au concours spécifique. Voilà, je crois qu'il y a 17 fiches spécifiques sur l'accessibilité des concours. Et puis donc les rapports sur la mobilité internationale, etc., qui peuvent aider aussi les familles. Voilà, alors ce qui est important, c'est donc les coordonnées du référent handicap doivent être mentionnées sur tout support de communication. Donc en fait, les établissements doivent mentionner, vous devez trouver facilement les contacts sur les sites internet ou les plaquettes des référents handicap.
Les rendez-vous avec le référent handicap peuvent se faire dès la phase de candidature. Il ne faut pas se dire que vous ne pouvez le contacter que lorsque le jeune est admis dans l'établissement d'enseignement supérieur. Non, vous pouvez le contacter en amont et pour préparer son arrivée, c'est important. Et les L'entretien en premiers amont, rendez-vous peuvent être en distanciel. en distanciel aussi, il n'y a pas de Parce souci, par téléphone. Ouais, on a eu cette problématique-là de familles à qui on demandait de faire le déplacement à Rennes avec un gamin en fauteuil, machin, pour une rencontre avec le référent handicap, ce qui est juste logistiquement pas faisable. Pour une prise de contact, c'est pas envisageable. Pour un rendez-vous d'inscription, oui, mais pour une prise de contact, c'était pas La envisageable. préparation en amont permet d'anticiper les aménagements, également en particulier vis-à-vis par rapport aux spécificités de la formation pédagogique qui va suivre. Et le référent handicap accompagne l'étudiant dans la globalité de son parcours, c'est pas que de l'académique. Voilà. Dernier point qui est très important, c'est que la déclaration pour demander des aménagements est une démarche personnelle et volontaire de l'étudiant. C'est-à-dire que demain, sur mon campus, je vais prendre un exemple un peu cliché. Si sur mon campus, je vois un jeune en fauteuil roulant arriver et qui ne demande pas d'aménagement, je n'ai pas le droit d'aller le voir pour lui proposer des aménagements. C'est une démarche personnelle et volontaire de l'étudiant. Donc, c'est aussi parfois des situations un peu compliquées quand c'est des jeunes majeurs. Je veux dire, si les parents souhaitent qu'il y ait des aménagements, mais que le jeune ne fait pas les demandes, etc., c'est parfois un peu compliqué. Vraiment, c'est une demande personnelle de l'étudiant. On ne peut pas soustraire à ça. Alors, c'est pour ça que je dis, il y a un point qui est important, c'est que justement, quand vous venez en journée porte ouverte avec votre enfant qui est en situation de handicap, que vous allez rencontrer le référent handicap avec lui sur son stand, la démarche est faite en fait. Avec, comme dit en plus, s'il est mineur encore à ce moment-là, vous faites la première démarche et le premier contact est mis en place. Et donc, ça permet au référent handicap de pouvoir embrayer, c'est-à-dire que s'il voit que le candidat est finalement retenu, il peut dire, on sait plus dans une journée porte ouverte, est-ce que tu as besoin d'aménagement, est-ce que tu veux qu'on mette en place des aménagements, etc. C'est-à-dire qu'il peut faire cette démarche, parce qu'il y aura eu un premier contact sur une journée porte ouverte, ou parce qu'il y aura eu la transmission de la fiche, etc., ou une prise de contact en amont. Voilà. Mais il faut que... Sinon, pour le reste du temps, s'il se déclare au cours de l'année, de la première année, ou voire plus tard, c'est une démarche personnelle et volontaire de l'étudiant. On ne pourra pas y aller de nous-mêmes, proposer nous-mêmes des aménagements s'il n'y a pas cette démarche de sa part. Oui, l'initiative de la demande doit systématiquement être à charge du demandeur, donc les parents s'il est mineur ou l'élève s'il est majeur. Oui. Et d'autant plus important, c'est d'accompagner le jeune lors justement les journées portes ouvertes, appréhender justement le milieu du supérieur pour dédramatiser son entrée et que le jeune soit beaucoup mieux, il appréhende déjà l'environnement, il connaît déjà un visage, il dédramatise son entrée parce que c'est aussi un challenge pour lui de rentrer dans le supérieur. Donc il faut vraiment les accompagner et aplanir toutes les difficultés pour que le jour J, il soit bien dans ses chaussures pour oser le dire ou pas le dire, parce que ça sera son choix de toute manière, mais vraiment lui donner toutes ses chances. Et ça, c'est notre rôle de parents, de les accompagner au départ, en avant, et de les inciter à rencontrer les enseignants. Et c'est aussi pour répondre à la question qui nous était posée tout à l'heure par, je crois, Monsieur Venn, sur la fiche handicap sur Parcoursup. C'est là qu'elle a toute son importance parce qu'elle fait acte d'une première démarche dès l'inscription, ce qui autorise le référent handicap à venir auprès de votre enfant et donc de l'étudiant spontanément. Sans cette transmission de fiche handicap, sans un premier contact initié par la famille ou par l'étudiant, Monsieur Kernin l'a dit, il peut croiser tous les jours un gamin en situation de handicap sur le campus de l'université ou dans la cour d'une grande école, sans avoir la possibilité d'aller lui proposer de l'aide. Voilà, donc là, j'arrive plutôt à vos questions. N'hésitez pas à me les partager. Alors, il y a un point aussi qui est important et sur lequel on agit beaucoup en ce moment avec le ministère, c'est que vous avez entendu sans doute parler du plan université inclusive avec 15 millions d'euros qui sont actés maintenant pour l'aide aux aménagements, etc., au financement des aménagements. Cette aide n'est disponible que pour les grandes écoles publiques et les universités pour l'instant. Donc là, il y a un décret qui est en train de passer, on est en train de faire un amendement qui est en train de passer au Sénat, qui est passé au Sénat et on espère qu'il sera mis dans le projet de loi finance. C'est sur le fait que ce programme universitaire inclusif soit ouvert également aux établissements privés, ESPIG, statut ESPIG, c'était associatif à but non lucratif, et qu'on puisse vraiment avoir une garantie aussi des aménagements, du financement des aménagements, etc.
Je vous en parle, c'est juste important, si votre enfant a besoin d'aménagements conséquents, posez bien les questions au niveau des finances en allant rencontrer les référents handicap, voilà, pour que tout soit bien mis en place en amont. Alors, il faut savoir que les grandes écoles, quand je vois, il y a certaines des grandes écoles qui ont des partenariats entreprises, justement, qui les aident à financer ces aménagements. Donc c'est-à-dire l'argent, on peut finalement, on peut financer, on peut trouver des financements avec ces partenariats entreprises, etc. Mais ça demande un peu d'anticipation. C'est pour ça aussi que c'est important de rencontrer les référents handicap lors des JPO, lorsque voilà, il y a des aménagements conséquents à mettre en place. Et puis, mais là, voilà, on espère que ça va avancer. Et par exemple aussi, les établissements du ministère qui sont sous tutelle du ministère de l'Agriculture, par exemple, ne font plus ces qu'ils soient publics ou privés, ont des aides financières maintenant. Donc, c'est-à-dire que ça va, comme je vous dis, parfois ça dépend aussi des ministères de tutelle. Le ministère de l'Agriculture ne fait plus ces distinctions et c'est vraiment chouette. Donc, il y a vraiment, n'hésitez pas à poser ces questions financières aussi à ce moment-là. Et surtout, en fait, il y a des choses qui peuvent être prises en charge aussi quand c'est de l'aide, par exemple, au personnel de devoir, etc. Ou si c'est du matériel spécifique pour l'étudiant, ça peut être aussi financé par la GFIP, par la MDPH, la PCH, pardon. Et aussi, il faut savoir que les étudiants qui deviennent apprentis, tous les aménagements sont financés par la GFIP ou le FIP. Donc, il y a aussi de l'intérêt aussi à ce niveau-là. Ok. Merci beaucoup. Donc, il y aura peut-être d'autres questions qui vont arriver. Donc, on va passer. Attends. Moi, j'avais une précision à vous demander concernant le fait que les établissements restent décisionnaires des aménagements. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité de la cohérence des aménagements avec le parcours choisi. Typiquement, quand on prend une spé langue et qu'on est dispensé de langue étrangère, c'est compliqué. Dans quelle mesure est-ce que vous proposez des alternatives quand c'est possible, ou est-ce qu'il n'y a pas réellement d'obligation si c'est pas envisageable? Enfin, c'est une demande de dispense de langue vivante ou... Oui. Non, alors, les gros aménagements qu'on va avoir aujourd'hui, on a fait, par exemple, pour les écoles d'ingénieurs, on a fait un gros travail avec la CTI, c'était il y a 5 ans, la commission des titres d'ingénieurs. Et il y a 5 ans, au moins 5 ans maintenant, ils nous ont autorisé à créer des contre-adaptations qui permettent de valider non plus un test, mais valider compétence par compétence. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus sur une logique d'évaluation par compétence. On ne va pas avoir la pression de valider tout d'un coup. C'est-à-dire qu'un étudiant pourra très bien valider un niveau B2 avec un TOEIC et un niveau B2. La lecture compréhension avec un TOEIC à un niveau B2 et l'écoute compréhension avec un LinguaSkill après avec un niveau B2 aussi. Mais en fait, la différence, c'est que le LinguaSkill, il y a une double écoute, etc. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des compétences validées dans chacun des tests et non pas, ils n'ont plus tout un test à passer en même temps. Ça, c'est un des aménagements, mais il y en a même plus. Hein, ça va même s'il n'y a vraiment aucun aménagement qui correspond, il peut y avoir une évaluation par un enseignant, par exemple, d'un autre établissement qui va faire une évaluation en direct avec un entretien qui va évaluer autrement encore le niveau. C'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, on pouvait donc, je dis jusqu'à l'année dernière parce qu'il y a même encore une nouvelle évolution, sans descendre le niveau, on pouvait évaluer d'autres manières l'anglais. Mais la CTI demande d'avoir un niveau d'anglais évalué pour avoir le titre d'ingénieur. Après, il y a aussi une grande avancée, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas dire de bêtises, mais j'ai bien lu le texte récemment, c'est que pour certaines situations de handicap, elle indique noir sur blanc que si le niveau d'anglais n'est pas atteint au moment du jury final, c'est au jury de décider si elle maintient ce niveau d'anglais ou pas pour la validation du diplôme. C'est-à-dire que ça peut ne plus être un frein à la diplomation. Mais c'est vraiment des circonstances très particulières. Et c'est vraiment, par exemple, pour une école d'ingénieur, etc., on va faire attention à ce que ce ne soit pas que l'étudiant, par exemple, c'est vraiment si jamais l'étudiant bloque vraiment à un certain niveau, on va avoir des commissions qui vont évaluer, voir jusqu'où on peut, quels sont les aménagements et est-ce qu'on fait on accepte que le niveau ne soit pas complètement évalué, etc. Mais on ne va pas dispenser. Donc, voilà, je veux dire, je tiens à... Il y a des grandes pincettes sur cette avancée. Un texte qui vient de sortir pour la CTI, je crois que c'était en mars dernier, ou il y a quelques mois, en tout cas, c'est récent. Et là, c'est vraiment tout nouveau, mais il n'y a pas de dispense de la langue anglaise, quoi. Voilà. Oui, ça ne peut pas être une dispense totale. Non. Arrive. Il y aura mais un ça va dépendre à vraiment atteindre, du cursus. Ça là, c'est parce que pour avoir le titre d'ingénieur, il faut avoir un niveau d'anglais évalué. Après, il peut y avoir, par contre, une souplesse sur la langue vivante 2.
deuxième langue vivante. C'est parce que il y a quelques étudiants dyslexiques, même dans mon école, qui avaient une dispense de langue vivante 2 au niveau au bac, en fait, et qui ont gardé cette dispense pour pouvoir mieux travailler l'anglais. Elle recommande une deuxième langue, mais ce n'est pas obligatoire pour avoir le titre d'ingénieur. Donc c'est là-dessus que l'école peut jouer, l'établissement peut jouer. D'accord, merci beaucoup. Merci. Donc il y aura peut-être d'autres questions qui vont arriver. Donc on avait encore 2 volets, donc le côté international et puis le côté stage et monde professionnel. Donc on va passer la parole à Madame Chloé Boeuf, qui va nous présenter Arpège et son rôle très intéressant que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Merci. Merci beaucoup. Le parallèle que vous avez fait justement entre 100%, la fédération 100% dynamique et Arpège, c'est exactement ça. En fait, on a des formats qui sont assez similaires, mais on répond pas aux mêmes besoins parce qu'on n'accompagne pas avec le même type de mentor, on va dire. Ouais. Et du coup, on s'adapte aux besoins de chacun. Je dirais, parce que certains ont besoin plus d'un accompagnement professionnel et d'autres plus d'un accompagnement par pair. Et en ça, je trouve qu'on est très complémentaires et qu'on peut effectivement accompagner au mieux. Donc, ce que je vous propose, c'est une intervention en 2 temps. Dans un premier temps, parler plutôt du handicap en entreprise, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, etc., pour faire finalement la passerelle assez logique entre les études, le supérieur et l'emploi, parce que finalement, l'emploi, il arrive assez tôt. Donc voilà, ce premier temps, c'est vraiment assez généraliste, pas ciblé sur Arpège, pour vous donner des billes si vous en avez besoin. Et ensuite, du coup, je ferai un petit focus sur Arpège et à quels besoins on peut répondre, où est-ce qu'on est présent, etc., etc. Donc la première partie que je vous propose, c'est le handicap et la RQTH. Qu'est-ce que c'est? Donc le handicap, c'est ce qui nous rejoint, on en a déjà bien parlé, donc je ne vais pas y rester très très longtemps, mais c'est une restriction de la vie en société en raison d'un ou plusieurs troubles qui peuvent être de toute nature différente, et même, j'allais dire, pour un trouble donné, les personnes vont le vivre très différemment et il sera unique pour chaque personne. Donc finalement, on ne parle pas tant d'un handicap, mais des handicaps. Mais voilà, ça, je vais pas y rester trop longtemps dessus. Ensuite, j'ai abordé le mot de la RQTH. Vous le savez sûrement, dans le secteur du handicap, il y a beaucoup d'acronymes. Donc surtout si j'en dis un que vous ne connaissez pas, je vais essayer de les expliquer au maximum. Mais n'hésitez pas à me faire signe. Donc la RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance, on a parlé tout à l'heure des aménagements de justement, est-ce qu'on se signale au référent handicap ou pas, toute cette partie-là. Finalement, dans cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, on est vraiment dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que, je ne vais pas les prendre dans l'ordre, mais c'est une démarche personnelle avant tout. Personne ne peut obliger jeune, votre enfant, ou même un adulte, peu importe, personne ne peut obliger une autre personne à faire la démarche. Donc, c'est une démarche très personnelle. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est une reconnaissance administrative accordée par la MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées. Vous connaissez, je pense. C'est pas une aide financière, c'est une aide. C'est pour ça que je précise purement administrative, qui va permettre de débloquer des droits ensuite. J'y viendrai dans la prochaine slide. Du coup, je ne vais pas dire qu'elle s'oppose, mais elle est vraiment dans une philosophie différente de l'allocation adulte handicapé ou des prestations de compensation du handicap. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle est temporaire ou définitive. Elle peut être définitive, donc sans date de fin, mais dans 90% des cas, elle a une date de fin. Et c'est important aussi de le savoir, c'est que ça amène parfois, je l'entends surtout, je pense que vous devez être confronté au quotidien à une lourdeur administrative, mais elle permet aussi de se laisser la possibilité d'accompagner les différentes évolutions qu'il peut y avoir dues à un handicap ou à une maladie. Je vous le disais, je le redis, c'est une démarche personnelle. Personne ne peut obliger quelqu'un à faire cette démarche-là, ni l'entreprise, ni l'école, ni personne. Et il n'y a aussi aucune obligation de la présenter à l'employeur, cette reconnaissance. En fait, je vais vous expliquer après à quoi... Je vais passer directement à la slide d'après, à la fois ce sera plus simple. Elle a plusieurs rôles.
Mais moi, cette reconnaissance-là, je la vois vraiment comme une carte à jouer, un joker qu'on peut sortir quand on en a besoin. Mais les jokers, quand on joue aux cartes, on n'est pas obligé de les sortir. Donc là, c'est la même optique. On n'est pas obligé de la montrer, sa reconnaissance. Par contre, si on a des besoins, eh ben, on peut. Donc la RQTH, à quoi elle sert? Pourquoi on peut en avoir besoin? On en parlait tout à l'heure. Au niveau des études supérieures, il peut y avoir des besoins en aménagement. Les besoins en aménagement en entreprise, ils sont légèrement différents que ceux qu'on peut avoir dans le supérieur, bien qu'il y ait une continuité. On peut avoir des aménagements horaires, notamment, donc ça peut être comme dans le supérieur, mais c'est important de savoir que voilà, dans toutes les entreprises, il peut y avoir ces aménagements-là. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais dans les entreprises, il y a des référents handicap également qui sont désignés, voire dans les très grandes entreprises, des missions handicap, qui peuvent être cette même écoute que les référents handicap du supérieur. On va distinguer du côté entreprise, donc dans l'emploi, 3 typologies d'aménagement. Les aménagements horaires, qui vont être, j'ai des rendez-vous médicaux, je dois finir plutôt 1 fois par semaine. J'ai besoin d'aménager mon temps de travail pour ça. Et comme ça, on peut le mettre en place avec l'appui de son employeur. Ça peut être un allègement du temps de travail, un temps partiel par exemple, pour limiter la fatigabilité. Ça peut être avoir du temps supplémentaire pour effectuer certaines tâches également. Donc voilà, ça peut prendre plusieurs formes. Il y a les aménagements techniques aussi. Donc ce sont ceux auxquels on pense le plus souvent quand on pense aux aménagements en entreprise. Avoir un siège ergonomique, un siège adapté, avoir un bureau réglable en hauteur, une souris ergonomique, des écrans particuliers, etc. Il va y avoir aussi toute la partie logiciel spécifique. Ça, on en a parlé aussi avant, c'est la même chose en entreprise. Un employeur peut financer des logiciels qui vont corriger l'orthographe, ou qui vont agrandir notre écran, voilà, en fonction des différents handicaps qu'on peut avoir. Mais voilà, les entreprises financent aussi cette partie-là. Il peut y avoir également une adaptation voilà, du bureau de manière générale. Et enfin, les aménagements humains, là, c'est important de savoir qu'ils sont différents que dans le supérieur, c'est-à-dire que, en tout cas, non, dans le supérieur, on s'en rapproche, mais différent du secondaire, c'est que là, on ne va pas avoir effectivement une AESH ou un AESH, une personne qui va être dédiée à l'accompagnement. Et en fait, ce rôle-là, il va plutôt être joué par les collègues, le manager, etc., mais qu'il ne fera pas de manière dédiée. En fait, ça va être des attentions à mettre en place au quotidien, un peu comme on peut avoir dans le supérieur. Et sur ces aménagements humains-là, on peut avoir effectivement indiqué, moi j'ai besoin pour arriver à faire ma tâche d'avoir 3 éléments distincts à faire dans ma matinée, sinon j'arrive pas à me concentrer. Ou moi j'ai besoin qu'on me montre concrètement ce qu'il faut faire parce que sinon j'arrive pas à me figurer. J'ai besoin qu'on m'explique les codes sociaux parce que j'ai du mal à les percevoir. Ou j'ai besoin, comme on l'évoquait aussi, d'un interprète LSF, d'aide à la prise de notes. Alors attention, l'aide à la prise de notes, ça va vraiment être sur des réunions très très spécifiques. Ça ne peut pas être au quotidien en entreprise. Mais voilà, les aménagements, vous voyez, ça fait un petit peu redite avec ce qu'on a dit avant. Il y a une réelle continuité en fait dans cette passerelle entre le secondaire, le supérieur et l'emploi. Cette reconnaissance-là, elle permet donc de répondre à des besoins d'aménagement présents. C'est ce que je viens de vous présenter, mais aussi d'anticiper de futurs besoins d'aménagement. Et c'est là que le sens du joker, comme je le disais tout à l'heure, est très important. C'est qu'aujourd'hui, on peut ne pas avoir besoin d'aménagement, mais en avoir besoin plus tard. Et vous savez que les démarches administratives sont parfois très longues auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Donc, ça peut être bien de demander cette reconnaissance-là avant d'en avoir besoin, je dirais, pour le jour où il y en a besoin, pouvoir l'utiliser. Petit aparté, cette reconnaissance, on peut la décerner à partir de 16 ans, 15 ans dans le cadre d'un apprentissage, mais si on a un dossier de suivi auprès de la MDPH et qu'on est mineur, une notification d'orientation de MDPH vaut RQTH jusqu'aux 18 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que suivant l'âge de vos enfants, là on parle pour le supérieur, mais si certains d'entre vous viennent prendre des informations un peu plus tôt, on n'est pas obligé d'en faire la demande à 16 ou 17 ans directement. On peut attendre 18 ans pour faire cette demande-là.
Enfin, ça sert également à avoir un accès à des accompagnements spécifiques. Donc, je pense à Arpège, je vous expliquerai après dans quelle modalité on le demande ce document, mais on peut le demander. Ou bien Cap Emploi ou l'AGFIP. Donc, Cap Emploi, c'est, on va dire de manière très simple, un cousin de Pôle Emploi qui accompagne spécifiquement les personnes en situation de handicap pour des besoins en formation, de maintien dans l'emploi ou de reconversion quand on est plus tard. Il n'y a pas de limite d'âge. Et la GFIP, c'est un organisme qui permet de délivrer des financements. Donc, en fait, il travaille très, très en lien avec Cap Emploi. Mais ces organismes-là demandent une reconnaissance. Enfin, cette reconnaissance, finalement, elle permet aussi de cibler les employeurs handi-accueillants ayant une politique handicap affichée. Je rejoins un petit peu ce que disait Monsieur Carnon, même si c'est un petit peu difficile et c'est pas toujours facile à intégrer, je dirais, mais parfois, on se rend compte que il en parlait pour les référents handicap. Si on ne trouve pas le référent handicap dans un établissement, c'est sûrement qu'on aura du mal à le contacter. Mais je me dis que c'est un peu pareil quand on postule dans une entreprise. Si jamais au mot RQTH ou au mot handicap, il y a un gros stop et ils disent non, bah, c'est peut-être qu'après, il n'y aura pas une écoute bienveillante. Donc, l'idée aussi de cette reconnaissance-là, c'est de pouvoir aller à la recherche des employeurs qui affichent peut-être sur leur site Internet ou qui travaillent avec les associations qui ont été citées auparavant. Normalement, toutes les entreprises qui travaillent avec Arpège, mais aussi Tremplin, etc., et ils ont en tout cas une certaine fibre et une certaine écoute dans ce secteur-là. Donc la RQTH concrètement et administrativement, qu'est-ce la RQTH, donc c'est un document qui se demande avec le formulaire, j'allais dire habituel de la MDPH, le gros CERFA. Pour demander une RQTH, il faut remplir ce fameux questionnaire-là, il faut l'accompagner d'un certificat médical de moins de 12 mois, soit du médecin traitant généraliste, soit d'un médecin spécialiste. Il faut une photocopie de la carte d'identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et tout élément complémentaire qui peut être utile. Donc finalement, on se rapproche des dossiers habituels. En fait, ce qui va être le plus important sur cette demande de reconnaissance, c'est la partie, anciennement projet de vie, mais explication des difficultés au quotidien. Cette reconnaissance-là, étant donné qu'elle ne déclenche pas d'aide financière ou d'aide humaine, je dirais, elle est parfois un petit peu plus facile à avoir que d'autres reconnaissances. Et à partir du moment où on justifie qu'au quotidien, on a besoin d'aménagement, où on peut avoir des difficultés, elle est décernée pas trop difficilement, je dirais. Donc ça peut être intéressant. Je vous enverrai le support. On vous mettra le support à disposition, pardon, comme ça vous pourrez avoir le lien et cliquer directement dessus pour ce questionnaire-là. Mais voilà, concernant cette reconnaissance qui peut servir par la suite. Pourquoi je vous parle de tout ça? Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que les entreprises ont une obligation d'emploi de personnes en situation de handicap à hauteur de 6% de l'effectif total de ces entreprises. Donc ça marche pour les entreprises de plus de 20 salariés. Et pour répondre à cette obligation-là, il y a plusieurs moyens, je dirais, soit d'embaucher directement des salariés en situation de handicap, soit de verser une contribution volontaire pour aider aux aménagements. Donc c'est la fameuse chose qui est souvent appelée une amende, mais en gros, le gouvernement propose aux entreprises deux manières de faire, soit d'aller plutôt sur la partie emploi direct, soit d'aider à financer les aménagements et l'accès à l'emploi direct pour les personnes en situation de handicap. Et du coup, l'association Arpège, dans tout ça, à quel moment on intervient, comment ça se passe? Nous, comme l'a très bien dit tout à l'heure Monsieur Carnin, on est une association d'employeurs, ce qui veut dire que ce sont des employeurs publics privés qui, en 2008, ont décidé de se réunir pour s'engager en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap. Aujourd'hui, on a plus de 130 entreprises qui travaillent avec nous et
on accompagne les jeunes donc en situation de handicap, mais tout handicap confondu, de 15 à 30 ans. L'idée, c'est qu'on accompagne du premier stage de troisième jusqu'au premier emploi, grosso modo. Et on est présent donc dans plusieurs régions. Je vous ai remis la carte après, ça sera plus simple si je vous la passe. Elle est là. Donc on est présent en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, en Bretagne, dans le Languedoc-Roussillon et dans la région lyonnaise. Ça veut dire que dans ces régions-là, il y a des personnes comme moi qui sont en charge de faire le lien entre les familles, les établissements, les jeunes, les associations, les entreprises, etc., etc., et qu'on organise des actions en présentiel sur ces territoires-là. Ça ne veut pas dire que pour le reste de la France, il n'y a rien qui est possible. Par ailleurs, il y a un accès à plusieurs actions en visioconférence. Du coup, je vais au fur et à mesure vous dire ce qui est possible où. Mais voilà, il y a aussi des possibilités de se greffer à des actions en visioconférence. C'est uniquement qu'il n'y a pas un salarié référent géographiquement pour ces régions. Notre accompagnement, du coup, il se fait sur 3 pôles principaux. Le premier pôle, c'est la découverte de l'univers professionnel. Le deuxième, que je vous citerai après, c'est l'accompagnement à la recherche de stages alternance emploi. Et le troisième, ça va être plutôt une partie coaching et mentorat. Je vous le disais tout à l'heure, notre rôle, c'est de créer des rencontres entre les employeurs et les jeunes, ce qui veut dire que toutes ces actions-là, ce ne sont pas nous qui intervenons, on est là juste pour créer la rencontre. Et l'idée, c'est bel et bien que les jeunes puissent finalement avoir accès à des professionnels pour se rapprocher du monde de l'entreprise. Donc, la première partie, je disais l'univers professionnel. On organise en visioconférence des ateliers Ma fonction, mon parcours, donc des présentations de professionnels qui peuvent être accessibles en visio. Ces présentations-là, et d'ailleurs ce pôle-là, souvent on l'axe plutôt vers les plus jeunes, les petits bouts de troisième qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Et ça peut aller jusqu'au lycée. En général, dans le supérieur, on est un petit peu plus orienté. Mais sachez que c'est possible. On organise aussi des visites d'entreprise. Donc les visites d'entreprise, ça c'est uniquement du présentiel, donc uniquement sur les régions sur lesquelles nous sommes, où on peut aller dans les entreprises pour aller à la rencontre des professionnels. La deuxième partie, donc le deuxième grand axe, c'est l'accompagnement à la recherche de stages, alternance, emploi. Celui-ci peut se faire uniquement sur les régions où nous sommes présents, parce qu'ailleurs, en fait, on n'a pas le réseau d'employeurs, on n'a pas les contacts. Donc, même si vous n'êtes pas sur les zones géographiques où nous sommes, si vos enfants sont mobiles en Île-de-France, en Bretagne, dans le Languedoc-Roussillon, etc., nous pouvons les accompagner. Mais l'idée, c'est que voilà, il y a possibilité de se déplacer sur les régions où nous sommes et où nous avons notre réseau d'employeurs. Pour cet accompagnement à la recherche de stages alternance emploi, on va demander un dossier d'inscription, un dossier de candidature qui est en soi assez simple, un CV, une lettre de motivation, une autre qu'on peut envoyer à plusieurs employeurs, une reconnaissance de handicap. C'est d'ailleurs le seul moment où chez Arpège, on va demander la reconnaissance de handicap, justement comme je vous en parlais, pour pouvoir mettre en place les aménagements par la suite. Et enfin, une fiche d'inscription qui est un document interne à Arpège. Si vous en avez besoin, vous pourrez prendre contact avec nous, on vous l'enverra, mais qui permet de baliser qu'est-ce que je cherche déjà, stage, alternance, emploi, quand est-ce que je suis disponible ou quelles sont les dates de stage ou d'alternance, qu'est-ce que je cherche, où est-ce que je suis mobile, j'en parlais tout à l'heure. Moi, je suis chargée de mission en Île-de-France. Et en Île-de-France, parfois, les jeunes nous disent je suis mobile dans toute l'Île-de-France. Je dis alors, vous savez, l'Île-de-France, ça reste grand. C'est pas aussi grand que d'autres régions, mais ça reste grand. Donc, est-ce que vous êtes vraiment mobile partout ou c'est que en transport en commun ou bref, tout ça, c'est important pour nous de le savoir. Et enfin, sur cette fiche-là, on va aussi demander les besoins en aménagement. Donc, c'est tout ce que je vous ai présenté auparavant. C'est important pour nous d'en savoir un peu plus là-dessus parce qu'on ne va jamais demander la typologie de handicap, la nature du handicap. C'est de l'ordre du secret médical, c'est privé et Arpège ne vous le demandera jamais comme les employeurs n'ont pas le droit de le demander non plus. Mais par contre, les besoins d'aménagement, ça, on peut les demander. Et c'est ça qui va nous permettre de garantir un accueil de qualité par la suite et de s'assurer que
qu'on pourra mettre en place tous les aménagements nécessaires pour les jeunes. Sur cette partie stage alternance emploi, on a 2 manières d'accompagner. On peut accueillir toutes les demandes et en fait, 1 fois par mois, on envoie un récapitulatif de toutes les demandes au niveau de notre réseau d'employeurs. En fait, on est en lien, nous, souvent avec les missions handicap ou les services ressources humaines de ces entreprises-là ou de ces employeurs-là. Et ça nous permet de communiquer directement avec eux les demandes qu'on a. Mais on peut aussi, dans une volonté, j'allais dire, d'autonomie, proposer que les jeunes nous envoient des lettres de motivation personnalisées ou une liste d'employeurs qu'ils ciblent. Et nous, dans ces cas-là, on envoie directement la candidature à l'employeur de manière ciblée pour faire ressortir, on va dire, la candidature du lot. Mais ça, on ne peut pas le faire pour tous les jeunes qu'on accompagne. Donc finalement, je dirais que dans une volonté d'autonomie et puis aussi d'accompagner les personnes les plus motivées, on peut dans ces cas-là faire un geste supplémentaire à ce niveau-là. Enfin, sur le dernier grand pôle, je vous le disais, on a du mentorat et du coaching professionnel. Arpège propose des ateliers de simulation, d'entretien, donc ça c'est plutôt des coachings individuels. On peut aussi échanger sur le CV, la lettre de motivation, comment ça se passe. Cet entretien-là, individuel, ça permet aussi d'avoir un temps d'entretien sur 30-40 minutes et puis après un débrief à chaud de qu'est-ce qui a été bien, quels sont les points à améliorer. Et puis, vous n'avez pas parlé de votre situation de handicap, alors même pas, vous n'avez pas parlé de vos aménagements. Pourquoi? Et souvent, il y a 3-4 réponses possibles. La première, c'est je ne veux pas en parler. Ok, on ne va pas plus loin. Le deuxième, c'est j'ai pas besoin d'aménagement. On ne va pas plus loin non plus. Mais les autres, c'est souvent je ne sais pas quand en parler ou je ne sais pas comment en parler pendant mon entretien. Et là, l'idée pour nous, ça va être d'accompagner les jeunes sur ça. Comment je formule mes besoins d'aménagement et quand est-ce que je peux en parler. Ces coaching pro, ils peuvent être aussi en collectif, c'est-à-dire des conseils plus généraux sur le CV, la lettre de motivation, comment est-ce que je m'inscris sur LinkedIn, comment est-ce que je m'inscris à un job board. Un job board, c'est les plateformes de recrutement des employeurs. Donc voilà, il y a plusieurs modalités et ces coachings peuvent avoir lieu en présentiel ou en distanciel. Là encore, le distanciel est accessible France entière, le présentiel sur les régions sur lesquelles nous sommes. Et enfin, le dernier axe que nous proposons, c'est le mentorat. Donc le mentorat, c'est un accompagnement, c'est le seul accompagnement qui n'est pas un accompagnement ponctuel en fait. En général, quand on vient voir Arpège, on peut venir nous voir 1 fois et jamais on revoit les jeunes. Ou on peut venir nous voir de manière régulière, mais il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas d'inscription à Arpège en tant que tel. Je vous les ai dit, ce sont les employeurs qui sont membres. Donc il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de participation financière ni rien. C'est entièrement gratuit pour les jeunes, les familles et les établissements. En revanche, on va demander, quand il y a une inscription à une action, les informations minimales, nom, prénom, coordonnées, etc. Mais là, du coup, c'est une action qui va continuer sur 6 à 12 mois et qui va permettre de donner un coup de pouce aux jeunes en formant un binôme entre un professionnel d'une entreprise membre et un jeune, afin de l'accompagner à mieux s'organiser, à prendre confiance en soi, bénéficier d'un réseau de professionnels, être accompagné dans, j'allais dire, la découverte du monde professionnel. C'est vraiment un coup de pouce qu'on propose et c'est à destination des jeunes de 18 ans et plus en général, ou bien des jeunes qui sont proches de l'emploi, donc qui vont vers l'alternance ou qui vont vers justement une recherche d'emploi. Et le rythme, c'est 1 à 2 rencontres par mois, d'1 heure en général, qui peut être fait en présentiel ou en visio également. Donc présentiel ou visio, ça veut dire que c'est encore accessible à tout le monde. Je vois pour le coup une question dans le chat. Je le dis, je le redis, tout est entièrement gratuit à destination des établissements, des jeunes, des parents, de tout le monde. Ce sont les employeurs qui permettent de financer toute notre activité. Donc finalement, déjà en travaillant avec nous, ils nous permettent d'exister et de pouvoir accompagner les jeunes. Donc on est très heureux de ça. Et du coup, voilà, ce mentorat-là, ça permet aussi de sortir du triptyque, j'allais dire, famille, soins, école. Et ça permet déjà de mettre un pied dans l'entreprise en ayant un soutien par ailleurs. Je vous parlais
depuis tout à l'heure des membres Arpège, des entreprises et des employeurs avec lesquels on travaille. J'ai mis les logos rapidement, vous pourrez tout retrouver sur le site internet, mais c'est histoire d'avoir un aperçu. Voilà, on a tous les secteurs d'activité qui sont représentés. Pour la plupart, ce sont des grands groupes, mais il y en a aussi des un peu moins grands, du coup, qui vont sûrement pas vous sauter aux yeux. Mais je dirais que dans le réseau, en fait, on est complémentaire avec un réseau local. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir avoir accès à des grandes entreprises par le biais des missions handicap, notamment. Mais on ne va pas avoir accès forcément aux petits commerçants du coin ou aux artisans du coin. Ça, c'est un réseau local, finalement, que vous allez solliciter. Et nous, on est plutôt sur un autre réseau, parce que finalement, Arpège est un réseau parmi tant d'autres. Nous, l'idée, c'est de pouvoir solliciter un autre réseau, sans garantie de résultat, en tout cas pour la recherche de stage alternance emploi, mais ça coûte rien de demander, et donc du coup, on demande et on essaye de faire en sorte. Et sinon, pour l'ensemble des actions dont je vous ai parlé, ça permet effectivement de créer des liens, de découvrir l'univers professionnel et de pouvoir petit à petit sortir des études pour aller doucement vers l'emploi, mais tout ça dans un cadre sécurisant, je dirais. Je vous propose enfin, alors, tous les contacts. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est les contacts qui sont en couleur, en fait. C'est ceux qui sont à droite. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais là, vous avez les chargés de mission en Île-de-France. Dans les Hauts-de-France, l'Académie de Lyon, Rennes et Montpellier. Je parle d'académie parce qu'on fonctionne beaucoup avec l'éducation nationale pour les plus jeunes, ceux qui ne sont pas dans le supérieur. Mais voilà, et après, on a toute une équipe, du coup, de 18 personnes qui travaillent France entière. Voilà pour la présentation. J'ai essayé de faire plus efficace possible. Je vois qu'il y a une main qui se lève. Du coup, je vous écoute. Oui, par rapport aux jeunes, en alternance, puisqu'on va avoir de plus en plus, je pense, vu la situation, le contexte économique actuel, de jeunes qui vont se tourner vers l'alternance, comment pouvez-vous les accompagner? Dans quel sens, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez... que pour la recherche de stage ou autre? Je n'ai pas entendu, ça a coupé, je suis désolée. Pour la recherche de stage ou autre, les démarches de l'alternance pour les jeunes en situation de handicap. D'accord, merci. Donc du coup, l'alternance, c'est pour moi le même fonctionnement que la recherche de stage, alternance, emploi. Tout ça, c'est le même package. Nous, concrètement, on va aider à trouver un emploi. Alors quand je dis aider à trouver, on n'est pas magicien malheureusement. Donc ça va être en fait solliciter notre réseau en plus de toutes les démarches que va faire le jeune. Et pour cela, je le disais, on a besoin, nous, pour solliciter le réseau, d'une fiche d'inscription, d'un CV, d'une lettre de motivation et d'un justificatif handicap. Et à partir de là, on va toquer aux portes des entreprises ou envoyer des mails aux entreprises pour justement pouvoir demander si un accueil est possible, s'il y a une offre. Pour l'alternance, ça va être des offres de poste, des offres d'emploi en face. Mais voilà comment nous fonctionnons. Alors, je vais vous poser une question très un peu hors cadre entre guillemets, mais c'est un problème qui revient de plus en plus parce que les situations l'exigent. Vous faites également des stages sur période scolaire entre guillemets, que ce soit les fameuses PFMP pour les lycées pro et les stages de troisième. Bien sûr, là c'est vrai, beaucoup orienté sur la partie supérieure. Mais on accompagne à partir de la troisième. Et donc, à partir de la troisième, pour les stages de découverte, on a deux modalités. On propose des stages en collectif. Cette semaine, c'est la dernière semaine avant les vacances scolaires. Vous savez que c'est la semaine avec tous les stages de découverte. Par exemple, sur la semaine, on a accompagné 24 jeunes qui étaient... Alors, il y a des jeunes qui ont été... j'ai un groupe de 10, je crois, qui étaient chez L'Oréal. J'ai deux autres qui étaient dans une autre antenne de L'Oréal. J'en ai qui étaient à BNP. Enfin, bref, tout ça, c'était des stages collectifs, soit 100% Arpège, soit avec des enfants de collaborateurs ou d'autres associations. Et on propose aussi des stages individuels. Donc ça, c'est la modalité que vous connaissez quand vous allez aider votre enfant à chercher un stage. Donc ça, c'est tout à fait possible. La seule contrainte que nous avons, et pas des moindres, c'est qu'on n'est pas du tout bon dans l'urgence. C'est souvent comme ça, c'est souvent le cas. Mais on n'est pas bon dans l'urgence. Donc idéalement, on a besoin d'un délai d'1 mois et demi avant. Donc finalement,
le mieux, c'est quand vous avez les dates de stage, les dates d'alternance, c'est nous solliciter et comme ça, conjointement, j'allais dire, vous de votre côté, nous d'une autre, on va demander aux entreprises. Et si à la limite, il y a plusieurs possibilités pour le jeune, bah, c'est tout gagné. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on puisse anticiper un maximum. Mais effectivement, on fait pour les stages de découverte, pour les stages métiers, j'appelle ça, mais effectivement les PFMP, on accompagne. Et ce que j'ai pas détaillé parce que justement je me suis centrée sur les études du supérieur, mais c'est que notre présence géographique s'explique par des conventionnements académiques. C'est-à-dire qu'on est conventionné avec les académies, on a un agrément éducation nationale qui nous permet d'intervenir directement dans les classes. On travaille beaucoup avec les dispositifs Ulysse, on travaille aussi avec, dans le médico-social, les IME et MPRO, etc. Enfin, voilà. Mais l'idée pour nous, c'est vraiment de pouvoir accompagner les jeunes dès le plus jeune âge là-dessus. Parce que effectivement, c'est vrai que c'est une question qui nous revient de plus en plus pour des jeunes qui ont des aménagements. Alors bon, pour les stages de troisième, c'est un peu particulier. Ça va concerner que les handicaps type mobilité réduite où vraiment ça influe sur le stage et la possibilité de le faire. Parce que le reste des aménagements pour les 10, pour tout ça, étant donné qu'ils n'ont pas à participer à une réunion, à prendre de notes, à part pour le rapport de stage, c'est moins problématique, mais c'est une inquiétude assez forte avec l'annonce de la réforme du lycée pro, où les futurs lycéens du pro vont devoir trouver des employeurs sur, si je dis pas de bêtises, 30 semaines sur 3 ans. Ce qui implique quand même, quand on est en situation de handicap, de trouver des employeurs handicap friendly, quoi, parce que ça peut vite être délicat. Donc c'est bon à savoir. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes en cours de développement sur d'autres régions ou vous rencontrez des freins au niveau local? Là, on vient juste d'ouvrir la Bretagne et le Languedoc-Roussillon. C'est-à-dire qu'on était à 3, on vient de passer à 5 à la rentrée. Donc déjà pour l'association, c'est un grand changement, un grand changement d'échelle. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets d'agrandissement, enfin en tout cas à l'heure à laquelle je vous parle. Je dis pas que ça se fera pas un jour, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets d'agrandissement. Et effectivement, on y va petit à petit parce que finalement, à l'échelle de la France, c'est pas beaucoup, mais quand on fait un zoom sur les régions, en Île-de-France, on n'est que 3, j'allais dire. En Bretagne, elle est toute seule. Donc voilà, pour l'instant, on y va pas à pas. Mais c'est vrai que à terme, ça mériterait à se développer. Enfin, on aimerait bien que ça se développe partout pour répondre à tous les besoins. Merci pour cette présentation, hein, effectivement. Je trouve que c'est un plus, c'est un service qui est pas très connu, enfin pas très connu, qui est assez répandu, mais moi j'ai découvert assez peu, et je trouve que c'est un service vraiment qui doit être de plus en plus connu et de plus en plus répandu. Merci à vous pour tout le travail que vous faites. Avec grand plaisir et on essaye, nous, de créer de plus en plus de liens avec les référents handicap du supérieur. Je vous disais, l'éducation nationale et le secondaire, c'est plus facile pour nous parce qu'on a des conventions. Avec le supérieur, c'est finalement un petit peu plus... alors, je dirais pas difficile dans le sens où on sait que les référents handicap sont très actifs, mais on sait aussi que les jeunes étudiants ont plus de craintes, sont sûrement dans des périodes de gros questionnements et donc du coup viennent moins facilement à nous pour partager ces questionnements-là. Donc c'est pour ça aussi que finalement participer à cette présentation-là et puis pouvoir nous présenter à vous, ça peut être aussi un relais pour vos enfants. Il y a une question, y a-t-il des référents handicap dans les universités? Alors moi, je suis pas spécialiste du scolaire, je suis plutôt spécialiste de l'insertion pro. Mais effectivement, il y a des référents handicap dans les universités, dans les grandes écoles, etc. Ça devient une obligation même. Enfin, maintenant dans les CFA. C'est une obligation. Voilà, c'est une obligation qui se met en place, mais c'est une obligation. Et c'est ce que disait Monsieur Kernin tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à trouver les coordonnées du référent handicap d'une université sur la page d'accueil, dirons-nous, de l'université en question, c'est qu'il faut se poser des questions parce que en théorie, ça devrait clignoter en gros, en rouge et en plein milieu dès la page d'accueil. Et les coordonnées sont sur Parcoursup. Les coordonnées, normalement. Sur les pages des écoles des Parcoursup, ça doit être indiqué. Alors, on avait, comme vous avez été présenté, on avait une troisième intervenante donc, qui est malade ce soir et qui n'a pas pu être présente malheureusement, qui elle a fait
parcours un petit peu extraordinaire. Elle est partie au Japon, elle a fait, malgré ses difficultés, elle a fait un parcours formidable et extraordinaire. Et elle en parle avec une joie en disant que pour elle, c'est voyager, c'est pas un souci. C'est plus difficile, certes, mais elle a un parcours, on va dire, très positif, un message très positif. Et on souhaitait absolument que vous l'entendiez ce soir. Bon, c'est malheureusement pas possible. Donc, Je crois que nous avons sa maman, par contre, sur la plateforme, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien compris le message que m'a envoyé Marie-Françoise. Oui, Léa, avec toute la bonne volonté du monde, là ce soir, elle n'aurait pas pu vous répondre. Léa, elle a fait le choix de partir dès le post-bac, c'est-à-dire à l'équivalent de notre L1. Donc, elle a respectivement fait au Royaume-Uni, Islande et Japon. Tout ceci avec le handicap, qui, comme pour tous les jeunes en situation de handicap, ça gère sa vie. Ça a donc géré les années lycée et naturellement les années universitaires, avec tout ce que ça comprend. La réussite, je pense, tient d'abord dans une anticipation absolue. Léa, c'est quelqu'un qui savait pertinemment ce qu'elle voulait faire, où elle voulait aller. Donc, il n'y a pas eu le très grand travail d'anticipation qui consiste à un petit peu choisir son université, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu vraiment besoin de faire parce qu'elle, elle était très en connaissance, elle était en connaissance du pays, elle avait un petit avantage quand même là-dessus. Pour le reste, les plus grands problèmes, c'est comme un petit peu tout le monde, c'est-à-dire que naturellement, quand vous voulez vous loger, c'est son cas, vous êtes contraint au transport en commun, pas question de se mettre dans des situations où vous ne pourriez pas revenir chez vous sans faire 25 minutes de marche. Ça veut dire aussi s'assurer, entre autres, effectivement, que le pays dans lequel vous allez accepte vos médicaments. C'est quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure en début de webinaire. Elle fait partie de ces gens qui prennent des médicaments qui sont absolument impossibles à faire passer dans certains pays. Ils sont juste simplement considérés comme des drogues et vous ne pouvez pas rentrer avec. Donc, ça fait partie quand même des choses qu'il faut un petit peu anticiper. Et puis alors, j'avais envie de dire surtout, il y a une différence entre partir sur 3 mois d'échange, par exemple, où là, la solution, c'est peut-être d'anticiper avec votre médecin, votre pharmacien, et vous avez vos 3 mois de médicaments et vous passez la frontière, vous contactez la douane et vous passez vos médicaments. Et après, effectivement, il faut voir à ce que le pays ait au moins vos équivalents. Et comme vos assurances étudiantes dans le pays d'accueil prennent un petit peu le relais, la facture peut être un petit peu violente sur le coup, mais effectivement, entre l'assurance et notre sécurité sociale, vous arrivez quand même à être pris en charge correctement. Je ne vous dis pas que c'est la solution miracle, mais ça permet quelque chose. Après, pour ce qui est de l'international, d'une façon générale, les grands pays vers lesquels se retournent nos étudiants ont généralement des politiques d'accueil des jeunes en situation de handicap. Franchement, c'est super bien, j'ai envie de dire. Très souvent, à votre arrivée, directement, ils ont prévu l'hôpital universitaire, etc., rencontre avec les médecins, avec les équipes pédagogiques, avec tout ce qui va vous accompagner en tant qu'étudiant. Et je l'ai vu, moi, avec Léa, par exemple, pour ses examens. Le Royaume-Uni, par exemple, lui a carrément demandé quels étaient les horaires dans la journée où elle était le plus performante pour mettre ses examens toujours dans le créneau horaire en question. Donc, c'est de l'adaptation. Et franchement, les grandes universités, les pays plébiscités par nos étudiants d'une façon générale,
l'accompagnement sera de ce côté-là, du moins de la part des équipes pédagogiques, généralement de très bon niveau. Voilà. Et tout le reste, c'est de l'anticipation, vraiment. Si je peux me permettre, j'avais visité la mission handicap, j'avais rencontré la responsable de la mission des handicap de l'université d'Oxford et ça fait rêver, hein. C'est la mission handicap là-bas, c'est 50 personnes. 50 personnes avec des références par type de handicap. Et ils accompagnent 3000 élèves, je crois, sur 17 000, quelque chose comme ça, je ne sais plus quel nombre total. Mais c'est vrai que là-bas, c'est vraiment développé à fond. Alors après, la grande différence, c'est que une année en université publique à Oxford, c'est 11 000 livres. Donc, non, alors je vais même corriger parce que le Brexit est passé dessus. Alors actuellement, un parcours un petit peu classique, on va dire lettres, hein, par exemple, hein, vous êtes à 35 000 pounds. Après, juste pour rapport à cette mobilité, normalement, les écoles aussi, quand elles proposent des semestres à l'international, c'est des partenariats en fait entre les établissements, c'est-à-dire que il n'y a pas une augmentation, il y a juste le prix du voyage et du logement en plus. Mais normalement, il y a c'est des universités partenaires et c'est dans les frais de scolarité de l'année que c'est pris en charge. C'est là qu'il faut faire la différence entre les échanges, type Erasmus, type Mondus, et partir donc à la fin du bac et partir, où là vous n'êtes plus étudiant français, vous êtes étudiant étranger. Et c'est là où il y a des subtilités d'accompagnement et d'aide. C'est-à-dire que la France a une petite tendance à vous oublier, vous n'êtes plus étudiant français, vous devenez l'étudiant anglais, américain, canadien, voilà. Et forcément, en situation de handicap, on peut croiser quelques problèmes. Petite référence, par exemple, à MDPH, si vous avez des droits ouverts à la hache à partir de vos 21 ans, il faut savoir que si vous êtes absent, naturellement, plus de 6 mois, ce qui est le cas dans des études longues, vous ne pouvez pas recevoir votre AH, sauf si vous faites des études de langue. C'est-à-dire que si vous faites, je ne sais pas, des mathématiques. Typiquement, les stages, les cursus à l'étranger en école d'ingé, quand ils sont sur 6 mois, ça va. Quand ils sont sur 7, ça fait sauter la hache. Ce qui veut dire que si l'étudiant, pour des questions logistiques, pour des questions pratiques, part un mois plus tôt que le début de son stage ou même 15 jours avant et revient 15 jours après, faut soit trafiquer des papiers, soit s'attendre à perdre la hache. Voilà. C'est le cas, par exemple, de la majorité des pays asiatiques qui ont des first term, spring term, et il y a 2 mois entre les deux. C'est l'équivalent on va expliquer ça, de leurs grandes vacances. Donc en réalité, là où vous auriez fait 3 mois, donc 6 mois, en réalité, il faut minimum que vous en comptiez 8, puisque vous avez entre les deux. Là. Donc tout est une histoire d'anticipation. En fait, il y a quand même il y a des petites subtilités aussi, etc. Mais il y a on explique tout aussi sur la PCH, le maintien de la PCH, etc. Et en effet, il y a la question de plus de 6 mois, moins de 6 mois. C'est pour ça aussi qu'on milite pour la création d'un statut international qui permette le maintien, en fait, que les droits soient associés à la personne. Donc, et que qu'il passe toutes ces différences-là en fonction de la durée et de la destination. Mais voilà, mais franchement, bon, même s'il y a des complications, etc., et ce que vous disiez aussi, madame, vous les avez souligné, mais il faut vraiment pas se limiter. Vraiment, on a des mobilités. Déjà, la plupart des mobilités, c'est sur un semestre, donc c'est 4-5 mois. Et il y a des super mobilités. On franchit beaucoup d'étapes en ce moment, et la nomination des premiers référents handicap dans les ambassades qui vont faire la coordination d'information va nous aider largement là-dessus. Oui, et je pense que ça ne peut que réussir si le jeune a envie et si les parents sont derrière pour aider. Parce que tout l'apport qu'amènera les parents pendant le séjour à l'étranger, ça reste important quand même. Ça reste bien primordial, ne serait-ce que pour le moindre papier.
on en fait un petit peu plus quand on est en situation un peu particulière que les autres. Et donc rien que ça, c'est primordial. Mais autrement, oui, il faut peut-être pas se limiter. Et puis, moi, Léa, elle a jamais eu peur de dire qu'elle est en situation de handicap. Elle en parle tout à fait normalement. Les quelques-uns qui l'ont croisée, d'entre vous, je pense que vous vous êtes aperçus qu'elle le disait tout à fait naturellement. Ça aide d'être capable de dire vraiment quel est son handicap, quelles sont ses limites, ce dont on est capable, ce dont on n'est pas capable. Voilà. Mais l'anticipation me semble être la clé de tout. C'est valable même lorsqu'on n'est pas en situation de handicap. Oui, Et c'est de la même façon que n'importe quel voyage à l'étranger, on le prépare. Là, on le prépare juste un peu plus. C'est vrai que quand on a une ordonnance et qu'on doit passer la frontière, il faut s'assurer que on va pas se faire arrêter dans le pays d'accueil parce qu'on a du paracétamol. Ne serait-ce que pour les gens qui ont une escale en Turquie, c'est important à garder à l'esprit. Voilà. Pour ce qui est de la conservation de la hache, il y a une solution qui marche assez facilement, enfin qui pourrait marcher assez facilement d'un point de vue légal si jamais vous veniez à être embêté, c'est que si vous allez passer 12 heures au consulat, techniquement vous êtes en territoire français. Donc on ne peut pas vous accuser d'avoir quitté le territoire pendant 6 mois puisque vous avez fait un passage sur le territoire français, vous faites tamponner des documents sur place, vous êtes passé par le territoire. Voilà, ça permet aussi de contester la suspension de la hache. C'est ça, il faut un petit peu jongler ou alors revenir aux vacances. Voilà, soit revenir pour les pays asiatiques, effectivement, la question des 2 mois de vacances d'été, est-ce qu'il faut revenir ou pas, se pose, voir si le delta entre billets de train et AH joue en votre faveur ou pas. Toute la différence va être là. Mais c'est vrai que pour avoir travaillé avec le Quai d'Orsay, techniquement, quand vous êtes dans un consulat ou une ambassade, vous êtes sur territoire national, donc ça peut être une solution pour faire maintenir vos droits. À voir si on arrive à faire jurisprudence avec ça, mais ça peut se négocier, dirons-nous. Et puis, il y a cette notion un petit peu absurde qui consiste à dire, oui, c'est valable si vous faites des études de langue, mais si vous faites des mathématiques ou je sais pas quoi d'autre, alors là, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, n'est-ce pas, hein, alors qu'effectivement, la majorité des cursus, au moins un petit peu ingénierie, etc., enfin, ce que l'on fait à l'étranger pèse lourd dans le diplôme. C'est quasiment obligatoire de façon systématique maintenant sur bon nombre de cursus, donc une de plus à mettre dans votre rapport, Monsieur Kernin. Et c'est déjà abordé aussi, le maintien de la PCH et de la H sera abordé dans le sujet, dans le rapport. Il faut savoir à l'inverse aussi que tout étudiant international qui est en situation de handicap qui vient en France a le droit à la PCH pour des aménagements, etc. Sauf que s'il vient pour 6 mois, le temps qu'il a fait la sachant qu'il doit avoir 2 mois, il doit déposer un dossier 2 mois, je crois qu'il faut avoir une condition de résidence de 2 mois, je crois, 1 mois ou 2 mois. Le temps que son dossier soit instruit par la MDPH, il sera reparti, il aura le temps de repartir 3 fois dans son pays d'accueil. Donc c'est pour ça aussi que les référents handicap d'ambassade auront ce lien pour les étudiants internationaux qui viennent en France, ce rôle de pouvoir préparer les mobilités internationales d'étudiants, des mobilités entrantes. Et pourquoi pas, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils puissent, par exemple, qu'il puisse y avoir des démarches anticipées pour eux, par le biais de ces référents handicap. Mais bon, ce sont des grands axes, en tout cas, qu'on vous propose. Et sachant que le plaidoyer, ça fait depuis 2017 qu'on le porte. Le rapport a été rendu en 2021, en juillet 2021, que les ministres à l'époque avaient indiqué qu'ils voulaient s'engager sur le sujet des référents handicap d'ambassade. Et donc, ça fait 1 an et demi qu'on attend la mise en place, mais c'est tout proche, c'est dans une histoire de semaines. Là, vraiment, on se rappelle régulièrement auprès du ministère des Affaires étrangères, si c'est quasiment toutes les semaines pour que ça avance et qu'on les aide là-dessus, et normalement ça va avancer. Mais c'est vrai que toutes les ambassades ou c'est simplement quelques-unes Non, pour l'instant c'est 3 ambassades en test, donc Berlin, Lisbonne et Mexico, donc 2 en Europe et 1 hors Europe. Mais le but, c'est de remplir toutes les ambassades.
Ouais. Après, le problème, c'est que nous, on a émis le rapport et après, c'est le gouvernement qui s'en saisit. Hein, on peut pas. Mais si ça marche bien, c'est vrai que c'est là où ils vont le dupliquer. Donc, on va espérer que ça se passe bien. C'est vrai que la question, quoi qu'il en soit, même hors mobilité internationale, hein, mais la question du délai de traitement des MDPH et des CDAPH restera de toute façon le gros point noir du parcours handicap et du besoin d'aménagement et de réactivité de celui-ci. Parce que vous parliez de 6 mois pour un étudiant, on a des CDAPH où le délai moyen de traitement il est de 18 à 24 mois. Donc il sera rentré au pays 3 fois, il aura terminé son cursus et il sera embauché et qu'il recevra la réponse, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des droits associés à l'étudiant, quoi. Il faut qu'on facilite tout ça, ces démarches-là. Y a-t-il d'autres questions parmi les participants? Apparemment non, donc il va nous rester à vous remercier tous de votre participation et de ces éclairages sur vos missions et sur les avancées que vous pouvez aider à obtenir au long de l'année. À souhaiter un prompt rétablissement à votre fille de façon à pouvoir échanger avec elle dès qu'elle s'en sentira la possibilité. Merci beaucoup aux intervenants, hein, de ce soir qui ont été de qualité, qui ont pu répondre à énormément de questions.